Si vous voulez bien, d'habitude, je commence le stream par petite présentation rapide du chercheur lui-même. C'est-à-dire que Très un peu bien. votre cursus, tout ce que vous avez envie de dire sur votre cursus, votre carrière. Vous Ah commencez quand vous oui, voulez. Voilà, la maternelle, je sais pas s'il y a beaucoup de choses pertinentes à dire, mais voilà, vous commencez quand vous voulez non. et vous me dites tout ce que vous voulez voilà, sur Ou votre peut-être, cursus. peut-être qu'en fait, tout commence à la maternelle, en fait, Ah hein, bah dites-nous ça, dites-nous ça. mais, mais on va pas aller jusque-là. Ok, très bien. Euh, donc, oui, donc, je m'appelle Takis Kontos. Je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille au laboratoire de physique de l'ENS et depuis récemment également, j'ai un laboratoire au laboratoire de physique et d'études des matériaux à l'ESPCI. Donc ces deux laboratoires qui sont de part et d'autre d'une rue à Paris. Donc comment et là je suis donc j'ai fait ma thèse à Orsay sur la coexistence entre la supraconductivité et le ferromagnétisme. Donc à la fin donc au début des années 2000. Et ensuite, j'ai fait un post-doctorat à l'université de Basel, donc de Bâle en Suisse, pendant 3 ans. Et après, j'ai été recruté au CNRS en 2005 et en tant que chargé de recherche, voilà. Et après, comme directeur de recherche. Et donc, je suis plutôt spécialisé donc dans la physique de la matière condensée et notamment dans les circuits donc qui ont des propriétés quantiques et notamment dans des circuits dits hybrides. Et donc, vous allez voir de quoi il s'agit dans l'exposé. Et donc, je suis également cofondateur d'une startup dite Quantique. C'est un de mes anciens étudiants qui a fondé une startup qui s'appelle C12, donc Quantum Electronics, qui a pour but de fabriquer un processeur quantique élémentaire. Euh, Ok. donc les recherches voilà, que j'ai effectuées les 20 dernières années, en fait, enfin, une des applications en fait de ces recherches. D'accord. Donc si un ordinateur Donc quantique voilà. français, ce sera là, quoi. Mais j'espère. Mais il y a d'autres. En Le fait, nôtre. au niveau français, il y a justement la deep tech française se porte extrêmement bien. On a beaucoup de jeunes de très grands talents qui se lancent en fait dans cette aventure. Et donc, il y a plein de startups françaises quantiques. Il y a un grand vivier de talents jeunes et moins jeunes aussi qui se lancent dans cette aventure. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement positif, je trouve, en France, d'avoir voilà, toute cette activité autour des technologies quantiques. D'accord, super. Alors il y avait Lewin qui pose beaucoup de questions en général, qui la demande déjà processeur quantique réfrigéré comme Google. Parce que lui, je crois qu'il est un peu dans l'informatique aussi, donc du coup, c'est un sujet qui va l'intéresser. Est-ce que c'est réfrigéré comme Google? Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Moi, je sais pas. Oui, c'est réfrigéré, oui. En fait, donc c'est réfrigéré, comme on va le voir, en fait, les propriétés quantiques de ces circuits sont quantiques à très basse température, c'est-à-dire à des températures de l'ordre de 20 millikelvin, donc très proche du zéro absolu. C'est dans ces conditions extrêmes que le comportement des circuits peut vraiment être euh, décrit enfin, disons, peut être quantique dans le sens où on peut faire comment utiliser les propriétés de la mécanique quantique, comme le principe de superposition, euh, par exemple. Ok, Et c'est ça ce qui confère la puissance potentielle pour l'instant, qui conférait la puissance à un processeur quantique. Donc, il faut refroidir pour justement limiter au maximum l'agitation thermique qui, en fait, dégrade l'information quantique. Donc, dans ces circuits qui sont très petits, mais qui contiennent quand même un très, très grand nombre d'atomes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi les refroidir. Donc, oui, c'est des technologies voisines, en fait, à celles de Google, en fait. ok, très bien. Alors, du coup, juste pour mettre un peu en place le fonctionnement, il n'y a pas de problème si à un moment je pose une question, vous pouvez me dire, ah ben j'y répondrai un peu Non, il n'y a plus aucun tard, problème. ou voilà, enfin, le but c'est, on fait des digressions, on discute, quoi. Bien Voilà, sûr, très bien. parfait. Bah du coup, je pense, Je démarre. voilà, c'est parti. Très bien. Donc, du coup, je vais vous parler de circuits quantiques hybrides. Euh, donc, ces circuits quantiques hybrides, en fait, donc c'est voilà,
Ce sont les circuits que j'étudie principalement, euh, qui sont un peu la pierre angulaire de ma recherche. Et en fait, la question centrale, enfin, disons, de départ finalement de toutes ces recherches que je mène, mais je ne suis pas du tout le seul, hein, il y a plein de gens dans le monde qui font ce type de recherche, hein, c'est en fait la frontière entre le monde macroscopique et le monde microscopique. Donc, alors, il y a beaucoup de manières de définir le monde macroscopique, mais une manière, disons peut-être potentielle, en tout cas qui est intéressante pour l'objet de mon discours, c'est que dans le monde macroscopique, qui est régi par les lois dites de la mécanique classique, hein, donc, dont on a l'intuition en fait, hein, on peut fabriquer des machines. Donc des machines, c'est donc par exemple comme ce piano que vous voyez à l'écran, c'est des objets qui ont des propriétés accordables, hein, on peut accorder un piano, avec lesquels on a une interface simple. Alors pour un piano, c'est plus ou moins simple suivant les gens. En effet, si j'appuie sur une touche, je vais pouvoir émettre un son, une note que j'aurais au préalable accordée, donc, à partir de la longueur et de la tension de la corde à piano. Donc, voilà. Donc ça, c'est le monde macroscopique tel que j'ai envie de le définir pour la suite du discours. Et de l'autre côté de l'échelle, il y a le monde microscopique. Alors, le monde microscopique, lui, il est régi par les lois de la mécanique quantique, donc dans lequel on a le principe de superposition. Donc, donc, on peut être à deux endroits, disons, en même temps. On peut passer à travers des portes sans les ouvrir. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui sont vraiment l'apanage du monde microscopique, qui est régi par les lois de la mécanique quantique. Et eh bien, les propriétés de ces objets, donc comme les atomes, sont essentiellement déterminées par des constantes fondamentales. Alors, on sait les atomes, on peut pas, voilà, on doit choisir tel ou tel élément pour telle ou telle propriété. On ne peut pas comme ça faire ce qu'on veut. On ne peut pas accorder les propriétés des éléments. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est quelle est la frontière entre ces deux mondes? Et en fait, on n'est pas du tout les seuls à se poser ces questions. Même les pères fondateurs de la mécanique quantique se sont posés dès le début de la mécanique quantique cette question. Et donc ça, c'est vraiment la question centrale en fait de la transition entre le monde microscopique et le monde macroscopique. Alors, donc ça, en fait, c'est une question à laquelle maintenant il y a des réponses relativement satisfaisantes, sur lesquelles on va revenir d'ailleurs par la suite. Mais si on peut un peu plus affiner cette question, en fait, c'est si j'ai envie d'étudier en fait la transition entre le monde macroscopique et le monde microscopique, eh bien, j'ai peut-être envie de connecter les deux en fait, hein. Donc, et en fait, connecter les deux, eh bien, ça serait justement de combiner la modularité du monde macroscopique, et donc comme le piano, et le caractère quantique du monde microscopique. Donc, c'est-à-dire, ça serait sur un atome de connecter des touches de piano euh, euh, et donc ainsi de fabriquer ce qu'on appellerait une machine quantique. Alors, ça, en fait, ça, c'est à la base de ce qu'on appelle les technologies quantiques, en fait. C'est cette question-là et en fait les possibilités ou disons les tentatives de connecter des touches à des objets quantiques. Ça, c'est à la base de technologies quantiques. Et si on arrive à faire ça, eh bien, on pourra faire en fait les quatre grandes, disons, lignes de recherche qui sont reliées aux technologies quantiques. Alors, la première, en fait, c'est de pouvoir utiliser des systèmes quantiques pour du calcul. C'est l'ordinateur quantique, c'est ce qu'on appelle le calcul quantique. La deuxième chose, c'est d'utiliser en fait des propriétés quantiques telles que l'enchevêtrement, hein, qui sont des propriétés dites de non-localité. Hein. Donc pour pouvoir faire des communications quantiques donc sécurisées. Alors Donc ça, c'est ce qu'on appelle la juste cryptographie quantique. deux choses. Alors du coup, il y a Bellewin qui demande, est-ce que c'est pas trop dur de Oui, repérer un phénomène quantique du fait que l'observateur influe sur l'événement? c'est une excellente question et justement toute la difficulté, merci. C'est en fait c'est une partie de la difficulté de connecter bien les touches. En fait, là en fait
ça a l'air d'être facile comme ça de dessiner des fils qui relient des touches à un atome. Oui, En fait, c'est une des, enfin, peut-être la plus grande difficulté, c'est de pouvoir manipuler l'objet quantique sans dégrader son caractère quantique ou sans agir en fait sur cet objet quantique. Et c'est en effet un des enjeux en fait de la des technologies quantiques, c'est relié à ça en fait. Donc c'est une excellente question et on va avoir plusieurs exemples de cela en fait dans la suite. ok. Et juste la deuxième chose, vous parlez d'intrication. Est-ce que rapidement, vous pouvez dire ce que c'est que l'intrication Oui, quantique? donc l'intrication, en fait, c'est quand on a deux particules qu'on prépare dans un état particulier qu'on appelle, enfin, qu'on ne peut pas séparer, et que en fait, si ces deux particules, on les éloigne l'une de l'autre, une mesure sur une des deux particules va avoir instantanément un effet sur l'état de l'autre particule. Et ça, en fait, ça veut dire qu'on peut utiliser ça pour, en fait, pour des principes de cryptographie, parce que justement, quand on fait une mesure, là aussi, il y a une perturbation. Donc justement, on peut savoir si quelqu'un espionne, par exemple, par un principe physique fondamental, on peut savoir si quelqu'un espionne la communication par cette manière-là, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose est très important en cryptographie quantique. Ok. Alors, il y a aussi cette modularité en fait nous permet de faire ce qu'on appelle la simulation quantique. C'est-à-dire qu'il y a plein, par exemple, de matériaux qui sont très compliqués, ils ont tous enfin, les solides, en fait, ça, enfin, ce sont des objets, en fait, qui microscopiquement sont décrits par les lois de la mécanique quantique. Il y a plein, par exemple, de métaux, d'oxydes, dont on ne comprend pas très bien les propriétés à l'heure actuelle. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, j'ai un système quantique compliqué et je vais en tirer la quintessence pour le simuler de manière analogique avec un autre système quantique que je contrôle très bien, qui va en fait simuler un comportement, enfin, les grandes lignes en fait du comportement du système très compliqué. Et ça, c'est une idée de Richard Feynman des années 80 en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle la simulation quantique. Et enfin, ce qui est très important, c'est que si on arrive à faire cette connexion de manière suffisamment astucieuse entre nous, enfin, entre les touches, c'est nous en fait, le système quantique, on va pouvoir avoir des instruments de mesure extrêmement sensibles. C'est-à-dire, ce pas des instruments de mesure qui sont juste sensibles à la limite du concepteur ou de la conceptrice de l'instrument de mesure. C'est-à-dire, c'est pas juste que la précision, en fait, elle est juste liée à l'astuce de celui ou celle qui a construit l'instrument de mesure. Mais là, la précision, elle va être reliée, là aussi limitée par une loi fondamentale en fait de la nature qui est en fait le principe d'incertitude d'Heisenberg qui là aussi en fait comment euh, limite en fait la précision. Par exemple, si j'ai une particule que je veux définir avec une très grande précision sa position, eh bien ça veut dire que je dois renoncer à connaître avec une grande précision son impulsion et vice-versa. Ce phénomène-là, en fait, en fait, nous donne une frontière pour la mesure. Et quand on a atteint cette frontière, en fait, on a des objets en fait qui sont on a des instruments qui sont extrêmement sensibles. Et ça, c'est quelque chose dont je vais parler dans la deuxième partie de l'exposé, en fait. Voilà. Et donc ça, Ok. c'est vraiment, c'est toutes ces quatre choses-là, en fait, toutes ces quatre lignes de recherche seraient, enfin, ou sont, disons, des ramifications, disons, naturelles de la possibilité ou non de pouvoir attacher des touches très schématiquement à un atome qui peut être de synthèse, un atome, pas un atome réel, un Oui, atome artificiel. d'accord. Ah oui, enfin, on a déjà parlé un peu sur le stream d'atomes artificiels, mais je sais pas si c'était là ou pas. Mais j'ai déjà une autre question de Bellung qui demande si un ordinateur risque pas de poser des problèmes de cybersécurité parce que, a priori, il disait qu'il n'y a aucun protocole sécurité qui pourrait résister à un ordinateur quantique. Oui, alors Donc en fait, ça, c'est... oui, oui. Alors ça, c'est relié, oui. Alors, enfin, il y a des protocoles, par exemple.
il y a des protocoles, les protocoles de sécurité, euh, disons, qui sont basés essentiellement sur la factorisation des grands nombres, pourraient en effet être cassés par un ordinateur quantique, parce qu'un ordinateur quantique, justement, il, il y a un algorithme qui a été inventé par Peter Shor dans les années 90, il permettrait de factoriser les grands nombres. D'accord. Il y a des gens qui travaillent sur le post-quantique, en fait, il y a des gens qui travaillent pour pouvoir contourner ce genre de Pour problème déjà déjà. sécuriser ce qui Bah arrive. voilà, donc alors je sais pas, là je suis pas du tout spécialiste de ce genre de Oui, questions, pas de problème. mais je pense que c'est pas voilà, il faut pas avoir il y a des gros enjeux justement de sécurité, c'est-à-dire donc il y a un intérêt, mais il y a des il y a Ça a déjà des été un peu anticipé, quoi. voilà, il y a déjà des études en fait qui pour essayer de contourner ce genre de problème, il y a déjà ce genre de voilà. Ok. Donc là justement, je vais donc, je vais parler de deux essentiellement euh, de ces quatre lignes de recherche qui sont l'élaboration d'unités binaires quantiques et l'utilisation de systèmes quantiques pour faire des mesures extrêmement précises en fait. Donc, donc je vais commencer par parler là, de, comment de la du calcul quantique. Alors en fait, le calcul quantique, c'est quelque chose d'assez simple. Je vais vous montrer des exemples, hein. En fait, a priori, en fait, c'est quelque chose d'assez sur le papier assez simple. Il suffit euh, de trouver en fait un 0 et un 1 qui sont encodés dans un système physique. Donc un système à deux niveaux, par exemple. Alors il y a d'autres manières, il y a pas que les systèmes à deux niveaux, mais c'est le plus simple puisque c'est le 0 et le 1 qui sont complètement le pendant du codage binaire dans les ordinateurs classiques. Et donc ce 0 et ce 1, ça peut être deux états en fait d'un circuit. Donc là, moi j'aime bien les circuits, donc je vais parler principalement de circuits. Après, il y a d'autres, on peut utiliser d'autres systèmes, hein. Donc il y a plein on appelle ça des plateformes physiques différentes pour encoder l'information quantique. Donc il y a des circuits, donc soit des circuits supraconducteurs, donc ça c'est ce que fait Google. Ça peut être des circuits qui abritent des spins, donc les toupies microscopiques attachées aux électrons, par exemple, si j'ose dire. Ça peut être ce qu'on appelle des unités binaires quantiques topologiques. Donc ça, c'est un peu plus. Je vous donnerai un exemple de ça. Ça peut être aussi des photons ou des ions piégés. En fait, ça, c'est plutôt des techniques de physique atomique. Et alors, en fait, l'idée, en fait, c'est que justement, je vais pouvoir encoder l'information dans un 0 et 1 qui sont deux états. Et l'idée, c'est que je vais vouloir utiliser le principe de superposition, par exemple. C'est-à-dire que je n'ai pas soit 0 et 1, mais j'ai n'importe quelle superposition de 0 et de 1, en fait. Et en fait, ça confère ce qu'on appelle le parallélisme quantique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est très, très schématique, évidemment, mais je pense que ça illustre bien le propos. C'est qu'au lieu de faire des opérations séquentiellement, l'ordinateur quantique, si on le manipule suffisamment bien, il peut faire un très, très grand nombre d'opérations simultanément, en quelque sorte, D'accord, ouais. grâce à ce principe de superposition. C'est un peu alors, j'aime bien la parabole du labyrinthe, hein. Et donc, si on veut sortir d'un labyrinthe, en fait, eh bien, si on est une particule classique, on va commencer à emprunter un chemin, on va voir que ça ne débouche pas, on va emprunter un autre chemin. Tout ça séquentiellement. Si l'architecte du labyrinthe est suffisamment adroit, eh bien, on sortira jamais du labyrinthe, si le labyrinthe est suffisamment grand. Si maintenant on est une particule quantique, en fait, on peut être tout partout. En fait, on peut être dans une superposition sur tout le labyrinthe. Donc, on peut prendre tous les chemins du labyrinthe en même temps. Et donc, ça veut dire que on va trouver plus facilement, évidemment, la sortie du labyrinthe. Alors, ça, c'est la version simple de la parabole du labyrinthe. Oh, mais J'ai c'est des très bien. collègues qui aiment bien une version. Voilà. Mais en fait, c'est ça l'idée. Donc. Mais le problème de ça, c'est exactement ce qui a déjà été dit, c'est que pour pouvoir bénéficier de ce parallélisme comment, extrêmement intéressant du monde quantique, eh bien, il faut pouvoir suffisamment isoler en fait le système quantique.
Parce que justement, comme il est couplé à son environnement, en fait, l'information quantique est dégradée virtuellement très rapidement, en fait, hein. C'est vraiment cette tension entre le monde macroscopique et le monde microscopique. Et alors, et en fait, il peut être, en fait, disons, l'information quantique peut être dégradée pour une raison très simple, c'est que nous, on a envie de pouvoir manipuler le système quantique. Parce que c'est ça l'idée quand même, c'est donc il se peut très bien qu'on ait mal connecté les touches à l'atome et que donc le système se comporte pas du tout de manière quantique. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'unité binaire quantique, c'est qu'on a envie de contrôler le système, mais en même temps, on a vu qu'il est ce qu'on appelle une cohérence, c'est-à-dire qu'il reste quantique. Et donc ça, ce problème-là, ça s'appelle le problème de la décohérence. Et ça fait des erreurs de calcul. C'est ce qu'on, donc ça aurait une conséquence, ça a une conséquence directe, c'est que ça fait des erreurs. Donc la grande annonce, par exemple, de Google il y a 4 ans maintenant, il y avait quand même encore beaucoup d'erreurs en fait, hein, dans ce processeur. Et en fait, aucune des plateformes physiques actuelles dans le monde ne réussit à résoudre en fait ce paradoxe. Donc il y a vraiment encore un énorme effort de recherche, euh, de nouvelles idées, de nouvelles méthodes en fait pour euh, pouvoir arriver à élaborer un système quantique, disons, qui se comporte quantiquement pendant un temps suffisamment long pour pouvoir effectuer des opérations utiles. Donc en D'accord. fait, c'est pour ça que j'aime bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une image qui n'a absolument rien à voir C'est la Lune. avec le reste, c'est la surface de la Lune. Euh, mais en fait, non, ça a complètement à voir avec notre propos. En réalité, c'est vraiment je trouve que la conquête spatiale, en fait, enfin, on peut faire vraiment le parallèle avec la conquête spatiale. Et donc là, en fait, tout le monde, dans le monde entier, essentiellement, donc si je prends une analogie parisienne, donc je ne sais pas si ça a parlé à beaucoup de monde, tout le monde est à peu près au périph', en fait, même avant le périph'. Et le but, en fait, de l'ordinateur quantique, c'est d'arriver sur la Lune. Donc on est tous très, très loin, en fait, pour l'instant. D'accord. Ou alors, je ne sais pas, on pourrait faire n'importe quelle parabole avec des grandes villes ou même des villages. Hein. On est allé jusqu'au. Voilà, on veut. Donc, c'est vrai. Donc là, c'est ça un peu l'état des recherches. Alors, j'ai bon espoir qu'on y arrivera un jour, mais c'est vrai que c'est vraiment, on est encore extrêmement loin de pouvoir résoudre le paradoxe. Voilà. Et alors, l'analogie avec la Lune, ça va jusqu'au fait que c'est aussi important que pendant la guerre froide, celui qui atteignait la Lune le premier, ou... Alors, il y a aussi cette analogie-là, oui, parce que justement, comme il y a des enjeux. Alors, oui, oui, il y a cette analogie-là, parce qu'il y a, en fait, donc, alors, justement, il y a cette analogie-là parce qu'il y a justement une énorme promesse en fait reliée au calcul quantique notamment, mais aussi à d'autres, aussi aux autres, hein. Il y a les communications aussi qui sont très importantes. Donc il y a évidemment des enjeux de sécurité, mais ça c'est bon, enfin, en effet, ça c'est un aspect très important. Mais surtout, en fait, c'est ce qui est très très important dans les applications potentielles, c'est que en fait, l'ordinateur quantique en fait permettrait de résoudre ce qu'on appelle les systèmes complexes. Donc voilà, donc là donc il y a la factorisation des grands nombres, donc l'algorithme de Shor, donc, qui intervient dans des protocoles de sécurité. Donc ça, c'est un problème complexe, c'est-à-dire que dans les algorithmes qui existent pour les ordinateurs classiques, comme eux, ils font essentiellement, hein, les opérations séquentiellement, hein, d'accord? En fait, le, la factorisation des grands nombres croît exponentiellement, en tout cas avec les algorithmes connus, avec la taille du grand nombre. Donc, ce qui veut dire qu'en pratique, si on prend un nombre suffisamment grand, euh, comme l'exponentiel croît extrêmement vite, on arrive très, très vite à des choses qui sont inviolables, à des clés inviolables. Alors, c'est vrai Euh, que j'ai pas pensé, mais est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un factoriel? Parce que tout le monde ne le sait pas forcément dans le chat, donc... alors, la factorisation des grands nombres, en fait, c'est en gros, je donne un nombre et je dois le décomposer en facteurs premiers. Donc là,
15, par exemple, si je donne 15, c'est 3 fois 5, donc ça, c'est facile. Facile. Si, mais par contre, si je prends, alors je n'ai pas d'exemple, là, si je prends un nombre à 10 chiffres, là, en fait, ça devient des temps. Alors, j'ai pas les ordres de grandeur en tête, mais ça devient très rapidement des. Donc là, par exemple, je crois que alors c'était pas la factorisation des grands nombres, mais ça devient très rapidement des dizaines de milliers d'années, en fait, des choses comme ça. Enfin, ça peut voilà, ça peut être comment des temps tellement, enfin bien plus longs qu'une vie humaine. Et donc du coup, eh bien, ça fait que ça fait des clés en fait. Ça fait des clés en fait, puisque justement un ordinateur euh, classique, un ordinateur, les ordinateurs qu'on a actuellement, eh bien, ne peuvent pas déchiffrer en fait ce code qui revient à factoriser en nombre premier n'importe quel grand nombre en fait. Hmm. Donc cette décomposition en fait, c'est là aussi je suis pas un expert de cryptographie, Oui, il n'y a pas de mais problème. c'est vraiment à la base je pense de la plupart des protocoles de sécurité qu'on utilise, soit les cartes bleues, les choses comme ça. Enfin tout ça c'est voilà, c'est relié à ça. Euh, et donc si on arrive à craquer, donc je crois qu'on passe de 10 000 ans à 2 minutes par exemple. Hmm. Enfin on passerait de 10 000 ans à 2 minutes. Donc voilà. En effet, maintenant, il y a des gens qui travaillent sur des protocoles qui n'utiliseraient pas ce type de clé. Mais en fait, moi, ce qui me, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que on peut imaginer d'utiliser ça pour n'importe quel système complexe. Donc, ce qu'on appelle des problèmes du voyageur de commerce, qu'on appelle donc c'est un problème d'optimisation, c'est-à-dire trouver en fait la combinaison. Vous voyez, dans le voyageur de commerce, il doit aller dans plein d'endroits. La combinaison de chemins qui lui donne le temps le minimum, parce qu'il a envie évidemment d'aller dans le plus grand nombre d'endroits possible en un minimum de temps pour pouvoir vendre le plus possible de commandes. Alors ça, en fait, de marchandises. Ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on retrouve aussi dans la compréhension, par exemple, dans les groupes de sulfure de fer. Donc ça, c'est par exemple, ça, c'est un groupe très important dans les cellules. Je crois que me souvenir qu'il a un rôle important dans la réponse virale, en fait, des cellules. Et donc là, en fait, ce sont les électrons dans la structure électronique de ce groupe sulfure de fer qui jouent le rôle du voyageur de commerce, en fait. C'est-à-dire, pour trouver l'état fondamental de ces structures-là, on est obligé de résoudre un problème du voyageur de commerce, qui est un problème d'optimisation. Et ça, là aussi, c'est un problème qui est, en fait, qui est dur d'un point de vue du calcul, c'est-à-dire que on est démuni avec les ordinateurs classiques actuels, face à ce type de problème de chimie, en fait, c'est et ça, par exemple, il y a des algorithmes d'optimisation qui permettraient d'aller beaucoup plus vite que ce qu'on connaît maintenant si on arrivait à fabriquer des ordinateurs quantiques. D'accord. Donc c'est ça, en fait, et ça, on trouve ça dans énormément d'applications. Oui, Toutes Bellwin, il demande les si industries font c'est. à faire des problèmes d'optimisation. Bellwin, il demande si c'est pareil pour la circulation routière, par exemple, l'optimisation de l'organisation. Je pense que c'est oui, oui, c'est en fait, il y a énormément de problèmes dans la vie courante qui sont des problèmes d'optimisation et donc il y aurait un gain énorme en fait, voilà, si on arrivait à pouvoir résoudre ces problèmes d'optimisation de manière extrêmement beaucoup plus rapide. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la promesse De du l'ordinateur calcul quantique. quantique. Ouais. Alors Et juste avant, donc, il avait une autre question, Bellwin. Il est pas sûr, il demande si le qubit, d'après ce qu'il a compris, c'est que les électrons seraient des 1 et les protons seraient des 0. Et que ça fait des qubits sur un atome. Alors est-ce que c'est ça? Euh, alors non, là en fait, ça serait plutôt l'électron qui serait sur deux états en fait différents, Oui. par exemple. Donc Donc ça serait avec plutôt le ça spin, en par fait. exemple, c'est ça? Par exemple, l'état de spin, par exemple, ou comment sur deux orbites différentes, par exemple, deux orbitales différentes. Donc ça serait ça. En réalité, c'est ce qu'on, par exemple, dans ce que je vais vous montrer.
on fabrique ce genre d'objets. On fabrique des atomes de synthèse où c'est vraiment le côté orbital et le côté spin, en fait, pour certaines applications qu'on manipule. D'accord. Les atomes de synthèse, Alors, vous les faites comme... c'était pas le prix Nobel, ils font des atomes de synthèse aussi, je sais pas si c'est un lien ou pas. alors là, non, alors moi, c'est encore plus simple. Bah, c'est relié aussi à un prix Nobel, hein, donc je me souviens, c'est dans les années 2000, je crois. C'est les nanotubes de carbone. Donc moi, D'accord. mon cheval de bataille. Mais il y a plein d'autres manières de le faire, hein, et ça, ça peut fabriquer des atomes de synthèse. Ok. Alors, donc, alors mais bon, même si on arrive à fabriquer des systèmes quantiques qui sont suffisamment, qu'on arrive à bien raccorder à des touches de manière suffisamment astucieuse, en fait, bon, il y aura quand même de toute façon des erreurs. Donc, donc il faut essayer euh, comment, d'encoder, en fait, de trouver des stratégies, en fait, pour combattre ces erreurs. Et là encore, il y a donc en fait, alors l'idée centrale, c'est de dire que comme dans un processeur classique, on va faire des corrections d'erreurs. Il y a des erreurs dans les processeurs classiques, hein, les ordinateurs classiques. Il y a une grosse partie de l'architecture qui corrige les erreurs, hein, qui sont faites. Simplement, c'est beaucoup plus compliqué de corriger une superposition de 0 ou de 1 qu'un 1 ou un 0. Donc en fait, c'est ça, euh, donc, on va voir ce que ça veut dire une superposition de 0 et de 1. C'est équivalent à une rotation, on va voir. Donc ça, enfin, c'est relié, c'est essentiellement relié à une rotation. Donc, il y a tout un champ de recherche qui est comment est-ce qu'on va corriger des erreurs, etc. Et essentiellement, mais essentiellement, là, comment les stratégies, essentiellement, là encore, qui nécessitent encore beaucoup de développement, de recherche, c'est de dire, OK, mais je vais prendre un système qui est presque parfait, en fait. Donc, par exemple, un matériau ultra pur qui lui, va me permettre d'avoir un encodage extrêmement, on dit fidèle, hein, de l'information quantique. Ou alors, je vais m'arranger pour faire une succerie, c'est-à-dire, comme je peux le contrôler avec les touches, je vais jouer en gros un morceau pendant qu'il fait son évolution quantique. Et le fait de jouer ce morceau, en fait, ça va le mettre dans un état particulier qui va être plus robuste que si j'avais choisi rien, en fait. Et D'accord. évidemment, on peut faire les deux. On peut avoir un système qui est très, très bon, mais aussi sur lequel on joue un morceau. Donc ça, c'est les deux grandes stratégies. Et donc là, c'est illustré par ces. Donc là, je vais être de plus en plus précis pour montrer, enfin, pas pour vous noyer dans les détails de spécialistes, mais c'est pour vous montrer des exemples concrets. Tout à fait. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est trois architectures qui sont reliées, en fait. Alors, j'ai bien à des efforts aussi à des efforts d'entreprise, hein. Donc, il y a des gens qui essayent de faire des applications. Donc, par exemple, l'architecture de gauche, c'est euh, c'est ce qu'on appelle là, c'est vraiment ce qu'on appelle un chat, en fait, des unités binaires quantiques de chat, en l'honneur du chat de Schrödinger. Et là, en fait, c'est des photons, en fait, qui sont dans une boîte, qui sont en gros mis dans une superposition de deux états, comme le chat de Schrödinger qui est vivant et mort. Ah, d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces espèces de petites franges là, vous voyez, parce qu'il y a des interférences. Et en fait, là, en fait, l'idée, c'est vraiment c'est cet état-là, en fait, qui fait le 0 et le 1. Et donc, ça, c'est la startup Alice and Bob, qui est d'ailleurs issue du labo aussi comment, d'un de mes collègues, qui utilise. Donc, ça, c'est avec des circuits supraconducteurs similaires à ceux qui sont utilisés par Google, mais vraiment dans un régime totalement différent. Alors, ça, c'est ce qu'on va regarder Et un donc peu sur plus. sur le premier là, c'est-à-dire que si les photons interfèrent destructivement, ça veut dire que c'est un zéro, et positivement, enfin, euh, Non, alors constructivement, là, c'est c'est un, plus compliqué. Ces deux états dynamiques, en fait, c'est en gros une oscillation dans un sens et dans l'autre, en fait, du champ électromagnétique, en fait. D'accord. Donc, voilà, donc c'est ça, en fait, la superposition qu'on fait. Et comme il y a une superposition, en fait, il y a des franges d'interférence qui sont ces stries
Euh, Là, vous voyez ma souris, la Ouais, souris, là, on voit oui. la souris, ouais, pas de problème. Ils sont les stries bleues et rouges, en fait. D'accord. Et Alors, il y a Bellwin aussi qui demande si on pourrait pas faire une correction en utilisant deux processeurs quantiques et en les mettant un peu en compétition et en voyant la moyenne des résultats. si, alors c'est exact. Ça, c'est une excellente question. C'est une. Alors, je me permets de revenir sur le. Donc, c'est exactement ce schéma-là, en fait. En un peu plus compliqué que c'est Elwin, c'est ça? Bellwin, ouais, c'est ça. Il y a plein de Kelvin, ouais. questions. C'est exactement. C'est en un peu plus compliqué. Là, en fait, là, il y a chacun des ronds, en fait, ça serait un nœud, un processeur, une unité binaire quantique. Et en fait, c'est la redondance, en fait. C'est-à-dire le fait, elles sont interconnectées. Et en fait, c'est la redondance en fait qui crée la stabilité là en l'occurrence. C'est un peu comme quand on a un aimant, vous voyez. Quand on a un aimant, si je regarde microscopiquement ce que c'est qu'un aimant, c'est des petits aimants en fait. C'est des même, enfin, c'est même comment microscopiques hein, qui interagissent les uns avec les autres. Et en dessous d'une certaine température qu'on appelle la température de Curie, ils se mettent dans. Il y a des domaines qui se forment qui sont de plus en plus stables qui sont même exponentiellement stables en quelque sorte, puisqu'il y a, voilà, si je prends un aimant, il est stable. Et ça, c'est vrai, ça, c'est parce qu'en fait, en dessous donc il y a un phénomène de transition de phase, ou ce qu'on appelle Mm. dans le jargon un phénomène critique, qui fait que, en gros, le système se met commence à former des domaines de plus en plus longs, qui sont très stables en dessous d'une certaine température. Ben là, c'est un peu pareil. Le rôle de la température est joué par le taux d'erreur, en fait. C'est-à-dire que si la température, elle fait tout bouger, et ben là, les erreurs, en fait, c'est une espèce de bruit, en fait, qui fait tout bouger aussi l'information. Si j'en ai suffisamment peu, et que les unités binaires quantiques sont interconnectées, il y a des domaines de stabilité d'information qui se forment, très schématiquement, évidemment, hein. Et donc, l'idée, c'est d'en mettre, si on en met deux, c'est mieux, mais si on en met quatre, comme ça, voilà, il y a des. Donc, c'est ce qu'on appelle un code de surface. Et donc, ça fait des domaines comme ça, et c'est comme ça qu'on stabilise. D'accord. Et donc là, on peut vraiment faire plein d'analogies, on peut regarder des critères de stabilité, etc. Je vais pas. Mais donc, c'est une excellente idée d'en connecter deux. Mais après, il faut en connecter plus que deux en Ouais. En général. fait, du coup, Et oui. alors justement, mais là, il fallait pas me lancer là. En fait, c'était une erreur. C'est le but du Parce que là, je stream, vais hein, faire un c'est tunnel de de faire des 2 heures en fait. digressions. Tout le monde va partir là. On sera plus tous les deux à minuit. Ça sera très sympa. Je vais aller chercher un thé moi aussi Faut et on va prendre de pouvoir quoi discuter. boire, hein, parce que moi, pour la gorge, là, j'ai C'est plus de ça, voilà, réserve. exactement. Non, 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 en plus, je vois j'ai l'impression qu'il y a un gros intérêt, il y a des gens extrêmement pointus, c'est très, très agréable. Donc là, c'est ce qu'on appelle le surcoût en architecture. Donc, euh, le hardware overhead. Donc là, pour arriver à. Donc là, le 2 en fait, se transforme ici en au moins 1000, voire 10 000, D'accord. voire même certains 100 000, en fait. Donc en fait, pour l'instant, c'est assez prohibitif. Et c'est vraiment relié au bruit, en fait, que ressentent ces systèmes-là. Voilà. D'accord. Bon, voilà. Donc une question, une réponse très longue à une question courte, mais excellente. Bon, bah, Donc c'est le but. C'est le but, merde. voilà. Et donc du coup, alors au milieu, donc là, c'est ça. Là, ça, c'est les unités binaires quantiques de spin. Alors, c'est ce qui se rapproche le plus du 0 et du 1, en fait. Parce que le spin de l'électron, il peut avoir un état haut ou un état bas. Donc, ça, c'est vraiment l'analogie entre le 0 et le 1. Et donc ça c'est C12 qui fait ça. Donc c'est les unités binaires quantiques de spin où on encode vraiment si le spin vers le haut ou vers le bas. On va voir comment on fait ça. Et donc il y a ce qu'on appelle les unités binaires quantiques topologiques. Alors là, ça c'est sur des excitations un peu bizarroïdes comment là en physique de la matière condensée. Alors j'aime bien ça parce qu'en fait j'ai travaillé dessus il y a quelques années, mais bon, c'est pour ça que je le présente. Mais en fait bon, en fait on ne sait même pas si ces excitations existent. Donc bon, mais c'est un exemple. En fait, j'aime bien le présenter, même si c'est parfaitement inutile, parce qu'en fait il ressemble beaucoup à celui-ci. En fait, c'est pour ça. Et alors voilà justement, voilà pourquoi il ressemble. On va comprendre très bien pourquoi. Enfin, on va comprendre très bien, j'espère. Sinon je m'en vais. Euh, non, non, je plaisante. Pas tout de Et suite. donc,
Non, non, je m'en vais pas, vous inquiétez pas. Enfin, ou alors peut-être tant mieux pour vous, parce que là, vous êtes tous comment. Et donc, plus sérieusement, oui. Donc, justement, je vais commencer. Donc là, en fait, les unités binaires quantiques de spin, en fait, elles jouent sur ce qu'on appelle la sphère de Bloch, c'est-à-dire elles font tourner en fait le spin donc dans les trois directions en fait et ça en fait et c'est là qu'on comprend pourquoi c'est compliqué de corriger les erreurs parce que si on peut être que vers le haut ou vers le bas. Bon, voilà, on peut dire, ah non, non, mais là, l'unité binaire quantique, elle est vers le bas, donc ça, j'arrive à le détecter ou vers le haut. Mais si elle est vers le haut alors qu'elle devait être vers le bas, ça, c'est plus facile à détecter. Mais par contre, si maintenant on doit trouver des protocoles qui permettent de détecter qu'elle a fait une erreur dans les trois directions de l'espace, ça, c'est plus compliqué. Et en fait, c'est vraiment une des raisons pour laquelle je pense que c'est compliqué, enfin, très schématiquement, là aussi, d'avoir. De pouvoir corriger les erreurs. Donc, mais là, en fait, donc, une opération sur l'unité binaire quantique, hein, donc c'est de faire tourner en fait comment le spin sur cette sphère-là, en fait, qu'on appelle la sphère de Bloch. C'est ce qu'on D'accord. appelle une porte. Une porte, hein, comme c'est une porte logique, d'accord, hein, comme dans les ordinateurs classiques. Et là, c'est une porte quantique, une porte logique quantique. Alors, petite question. Question. Ouais, là c'est la mienne du coup, mais si c'est possible d'être juste up ou juste down, comment est-ce qu'on fait tourner? On fait vraiment tourner ou on fait juste changer? Alors, on fait tourner justement, par exemple, là, quand je suis sur le plan équatorial, je suis dans une superposition entre up et down. Donc, je suis ni up ni down, mais je suis sur le plan équatorial. Et du coup, Le plan c'est au équatorial, moment de c'est la là, mesure hein. que ça se choisit, c'est ça ou... Alors, oui, voilà. Si je choisis de mesurer, par exemple, suivant l'axe Z, là, je vais mesurer une projection suivant l'axe Z. D'accord. Ok, ok. Voilà. Donc là, par exemple, là, en fait, là, c'est un peu différent. C'est aussi une rotation, mais c'est dans cet espace abstrait, en fait, du champ électromagnétique qu'on peut représenter comme ça par ce plan bidimensionnel. Donc ça, c'est le I et le Q, c'est ce qu'on appelle la partie en phase. Donc le champ électromagnétique, il oscille. Et on peut le définir en fait comme un point. Il a une partie qui est en phase avec une référence et hors phase, donc en quadrature de phase avec une référence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'espace des quadratures. I, c'est la partie en phase, Q, c'est la partie hors phase. Et donc ça nous permet. Donc, si je définis l'amplitude et la phase du champ, hein, d'accord, eh bien, je vais pouvoir faire une espèce de pointe de tâche là, en fait, hein. Mhm. Et cette tâche-là, en fait, je peux la choisir d'un côté ou de l'autre, en fait. Et là, c'est pareil, hein. C'est comme une position, hein, vous voyez. Simplement, je ne vais pas dire qu'il est sur cette position-là ou sur celle-ci, mais il est dans une superposition de cette position-là et de celle-ci. Et c'est ça qui me fait ces moustaches-là du chat. Ça, c'est les D'accord. moustaches du chat, ça. Et du Donc, coup, en fait, s'il est en un ou en 0, c'est une densité de probabilité ou c'est... voilà, exactement. Ça serait l'équivalent d'une densité de probabilité, voilà, qui correspondrait à, voilà. Et donc, euh, et donc là, en fait, là, la porte, c'est que je fais tourner l'un par rapport à l'autre, en gros. Ok. Alors du coup, à propos de ça, pour les portes, il y a Bellewin qui dit les portes logiques AND, OR, NOR, XOR, etc. ne sont pas utilisables avec les qubits. Si, alors il y a l'équivalent de toutes ces, enfin, il y a l'équivalent de ces portes-là euh, qui nous permettent de faire comment un ensemble. Donc en fait c'est ce qu'on appelle un ensemble complet ou un ensemble universel de portes c'est-à-dire qui permet de faire toutes les opérations pour faire le calcul. Et donc là il y a tout un, il y a un- donc il y a un ensemble de portes. Il y a des portes dites à une unité binaire quantique, donc à un qubit. Et il y a les portes à 2 qubits, en fait. Et donc, c'est une combinaison de ces portes-là qui permet de faire ce qu'on appelle un processeur universel, c'est-à-dire qu'il peut faire tous les calculs qu'on veut. D'accord. Donc, il y a cet équivalent-là aussi. Et donc là, donc ça, c'est un tour comme ça. Et puis là, en fait, là, j'aime bien parce que c'est vraiment assez classique, en fait, comme manière de faire de traiter l'information.
Là, en fait, c'est des tresses, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a des particules qu'on échange. Et si on les échange dans un sens ou dans l'autre, ça fait une tresse. Et donc, D'accord. vous voyez, là, ça contient de l'information, en fait, hein. C'est quand on a une tresse, quand on regarde une tresse, en fait, on peut dire dans quel sens elle a été tressée quand on regarde la forme. D'accord. Là, c'est un peu pareil. Et c'est pas équivalent si on fait la tresse dans un sens ou dans l'autre. Donc là, si C'est je une autre comprends manière bien, d'encoder c'est le l'information. mouvement de particules qui permet de coder Là, c'est l'information. vraiment un échange de deux particules. Et alors, ces deux particules bizarres, en fait, parce que ça n'a jamais été observé dans la nature, ce genre de particules que je tresse, en fait, dans un sens ou dans l'autre. Donc, il y a deux grandes classes de particules dans la nature, les fermions et les bosons. Si je les échange, si j'ai des bosons, la fonction d'onde ne prend pas de phase. Si j'ai des fermions, ça prend une phase de pi. D'accord? Là, en fait, c'est quelque chose qui serait ni des fermions ni des bosons, mais ça serait même pas une phase, en fait, que je prendrais. C'est ce qu'on appelle, enfin, ça serait vraiment l'équivalent d'une tresse qui est décrite mathématiquement par ce qu'on appelle une évolution unitaire, qui est en gros la même chose que ce que je fais, en fait, quand je fais cette rotation là, sur cette sphère-là, en fait. D'accord. Et en fait, et ça, on le sait, en fait, alors, c'est un peu trivial, hein, mais le fait que ça soit des tresses, en fait, si on le regarde avec des rotations, mais ça sera pour, si jamais vous avez envie de me redemander si jamais je n'ai pas été trop mauvais ce soir et que vous voulez me redemander, ça On sera fera un l'objet stream. peut-être La totalité d'une dans autre, notre ouais, stream. D'accord. dans un autre stream pour éviter de faire des streams tunnels là en fait. Donc voilà, donc on Ouais, va c'est très bien. avancer. Et alors c'est là qu'en fait la question que vous m'avez posée sur comment est-ce qu'on les manipule devient extrêmement centrale parce que là maintenant il y a une manière particulièrement astucieuse de manipuler ces systèmes-là. Euh, et là pour faire ça en fait c'est là encore on fait appel au père fondateur de la mécanique quantique donc c'est toujours bien d'avoir sous le coude, si j'ose dire, les pères fondateurs de la mécanique quantique. Ça donne une contenance donc là, on fait C'est un seul appel à discours. Einstein. Donc là, c'est quand même pas mal. Là, on a casé Einstein dans un exposé. On fait appel. Et donc c'était relié aux questions qui se posaient, en fait. Aux questions qui se posaient dans les années 30, hein. Ça, c'est donc. Euh, et donc, c'est ce qu'on appelle donc là, c'est la boîte à photos. Donc, c'était, il se posait la question, qu'est-ce qui se passe si j'enferme une photo dans une boîte? Eh bien, comment on peut se dire maintenant, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant je mets un atome et un photon dans une boîte? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont interagir, etc. Et ça, en fait, ces questions-là, maintenant, on peut apporter des réponses expérimentales à ces questions-là. En fait, c'est un peu la même idée que le chat de Schrödinger. C'est-à-dire que initialement, et d'ailleurs même les pères fondateurs de la mécanique quantique trouvaient que c'est complètement stupide ce qu'on fait. C'est-à-dire que initialement, euh, comment ce qu'on appelle les expériences de pensée des pères fondateurs de la mécanique quantique, le chat de Schrödinger, la boîte à photons d'Einstein, c'était pour illustrer des concepts et pour essayer de pousser jusqu'au bout la cohérence d'une théorie, notamment de la théorie quantique. Par exemple, Les jumeaux d'Einstein aussi, voilà, le fait paradoxe avec des EPR horloges. d'Einstein, c'était pour voilà, qui donne les états enchevêtrés. Il disait, mais c'est complètement stupide ces états enchevêtrés, ça n'existe pas. C'était pour critiquer la mécanique, pour montrer qu'elle était incomplète, hein. Et en fait, ça, c'était parce qu'en fait, à l'époque, c'était ce qu'on appelle la première révolution quantique, c'est-à-dire comment expliquer, par exemple, la matière grâce à la physique quantique. On sait maintenant que les cristaux, les métaux, les semi-conducteurs, ça s'explique par la mécanique quantique. On ne peut pas comprendre les métaux et les semi-conducteurs sans la mécanique quantique. Ça, mais par contre, on décrit comment on décrit en fait des grands nombres de particules, hein. C'est vraiment des comportements euh, généraux en fait. Alors, je ne vais pas dire collectif, mais donc voilà. Mais par contre, les solides eux-mêmes n'ont pas de comportement quantique. Enfin, si je prends un morceau de semi-conducteur, il n'a pas un comportement quantique. Et là, on revient aux machines quantiques du début. C'est-à-dire que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut maintenant adresser, c'est-à-dire parler à des objets quantiques individuels. Et là, c'est vraiment exactement enfin, corrélé aux questions que se posaient les pères fondateurs de la mécanique quantique. Donc la boîte à photons, le chat de Schrödinger.
ils trouvaient, enfin voilà, il y avait ces genres de questions qui pouvaient paraître absurdes et qui montraient vraiment le caractère contre-intuitif, notamment de la mécanique quantique. Maintenant, en fait, c'est devenu ces objets-là, on arrive à adresser des objets quantiques individuels et on arrive même à faire ces expériences de pensée. Donc le chat Schrödinger, là, vous voyez euh, et la boîte à photons aussi. Et donc voilà un exemple de boîte à photons de mes collègues. Donc c'est le groupe de Haroche, Raymond Brune. Donc ça, c'est ce qui a donné le prix Nobel pour Serge Haroche en 2012. C'est ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique en cavité, ou qu'est-ce qui se passe quand j'enferme des photons et des atomes un photon et un atome dans une boîte à photons et que je les fais interagir de manière forte l'un avec l'autre. Alors, et donc ça c'est des expériences. Et donc maintenant, il y a la version sur circuit. Alors moi, comme vous avez compris, j'aime bien les circuits. Là, maintenant, ma vie serait extrêmement triste sans les circuits. Il y a la version sur circuit où, en fait, maintenant, le rôle de l'atome est joué par un circuit supraconducteur qui était le précurseur de ce que les gens font chez Google maintenant, et où le rôle de la boîte à photons, alors là, ça ressemble pas du tout à une boîte, mais en fait, c'est quand même une boîte. C'est un guidon de coplanaire qui résonne, en fait, c'est un résonateur micro-ondes qui résonne vers 6 GHz et qui est coupé aux extrémités. Donc, si j'ai un photon qui rentre sur ce guidon ici, là, vous voyez, qui fait une piste, en fait, il rebondit là, en gros. Alors là, maintenant, ça peut rebondir des millions de fois. Donc, il est piégé, en fait, pendant des temps relativement longs, Donc le mot circuit, suffisamment longs pour pouvoir. le mot Ouais. circuit n'a jamais porté aussi bien son nom, quoi. Parce que c'est littéralement un circuit, comme un circuit de C'est voiture exactement un pour les circuit. photons. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique en cavité sur puce ou sur circuit, euh, qui a été justement inventé, en fait, là, par notamment là, mon collègue Andreas Walraff quand il était aux États-Unis, à Yale, dans le groupe de Robert Schulkopf. Voilà. Et donc ça, c'est la version sur puce. Et maintenant, on peut vouloir faire des choses, alors ce que j'appelle hybride carré, parce que là, en fait, quand on fait ça, on couple un atome et un photon. Donc, on fait un état hybride lumière-matière. Et on peut en vouloir encore hybrider. Et donc, hybrider la matière avec la matière, les photons avec cette matière bizarre. Et donc, ça, c'est ce qui m'a occupé pendant les 15-20 dernières années, les 15 dernières années. Donc, c'est une occupation très peu saine, comme vous pouvez le constater. Parce qu'on fait des tunnels, là, on parle voilà, pendant très longtemps. Et donc, ça, en fait, ça nous donne en fait des manières cette interface, on appelle ça on aime bien faire les interfaces. Une manière particulièrement astucieuse. Alors, je peux le dire parce que c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, donc Oui, c'est ça, mes collègues. Donc, c'est une manière particulièrement astucieuse de connecter ces touches, de fabriquer les liens entre les touches de piano et les atomes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je peux quantifier la force du lien, notamment, et donc réussir à isoler le système quantique quand j'ai envie qu'il reste quantique et à le mesurer quand j'ai envie de le mesurer, en fait, très schématiquement. hmm. Et donc maintenant, j'ai pu faire plein de plateformes avec plein de combinaisons. Et alors, donc, pour faire ces choses-là, avec mon cheval de bataille qui est un nanotube de carbone, alors j'aime bien le montrer comment on fabrique les échantillons, parce je le présente, en fait, on a l'impression que ça ne marchera jamais. Euh, du coup, en fait, moi, ce que je me suis dit, non, mais c'était. Donc, on peut vouloir le fabriquer avec n'importe quoi. Donc, ça, c'est la version, le schéma. Ça, c'est la version très jolie. D'accord? Vous voyez, là, ça brille. Là, oui, c'est très joli, ça Ouais, brille. ça, Là aussi, il y a des couleurs. C'est des fausses couleurs, évidemment, hein. C'est des images de microscope électronique colorisées. Là, déjà, le dessin est moins joli. Là, déjà. Là, on sent que ça va être moins joli. On sent que ça va être moins joli. Alors, si on met un tube de carbone, là, ça va vraiment être très peu joli, en fait. Donc, mais on peut avoir envie de le faire. Là, on peut se dire un matin, j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie de faire un système hybride carré. Et donc, là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est on fait croître. Donc, en fait, on utilise un peigne
comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est là, en fait, l'échelle, vous voyez, il y a une distance de 30 micromètres. Ça, c'est des images de microscope électronique Hmm. sur lesquelles on a fait croître un nanotube de carbone. Et donc, comment on fait? En fait, ça, c'est assez très simple, hein. On met du catalyseur on met un petit peu de nanoparticules d'alumine, de dioxyde de molybdène. On met dans un four. C'est dans un four à 900 degrés dans lequel on met un flux de méthane. Et puis après, il y a des nanotubes qui poussent comme ça. Et après, on l'attache à une pile de nanomanipulateurs et sous vide, en fait, on fait ça en agrafe comme ça de nanotubes de carbone. Donc, ça ressemble à ça, en fait. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, à la fin du fin, on a ce genre vous voyez, ça ressemble là maintenant. On peut fabriquer des circuits comme ça, mais où maintenant, on a mis un nanotube de carbone. Alors, l'intérêt de ça, c'est qu'on peut faire, en fait, comme ça, ça marche un peu, c'est extrêmement modulaire, en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire des circuits de complexité arbitraire. Et donc ça, c'est à nouveau ce qu'on appelle une architecture matière-rayonnement pour des circuits nanoscopiques. Alors, c'est là qu'on revient à l'atome artificiel. Donc, Alors, toute cette, juste cette sur la digression. construction des nanotubes, j'ai vu une photo où il y en avait un, une autre où il y en avait trois qu'il y ait. C'est quoi? Ça se contrôle facilement, ça, sur sur les C'est cantilevers c'est- chimiques? c'est- c'est, c'est statistique. Et donc, toute la difficulté, c'est d'arriver à contrôler la densité, enfin la manière dont ça croît, pour qu'il n'y en ait qu'un seul entre deux doigts qui pousse, en fait. D'accord. Et s'il y en a trois comme celle du bas, S'il y en a trois là, ça marche pas, et c'est ça quoi? fait un mauvais On échantillon. peut les couper ou pas? Avec un On peut micro. les couper, oui, oui, en passant un fort courant électrique. Mais par contre, quand il est comme ça, en fait, il y a les trois qui Les contactent et trois ça marche pas, cassés. en fait. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Et alors, il y a Bellwin Donc qui voilà. dit, selon la vitesse de l'atome, la force doit être différente. Alors, je sais Sur pas. la vitesse de l'atome, pardon, La force doit être différente. Alors, je sais pas à quoi il fait référence. La vitesse de l'atome. Je sais pas. c'est-à-dire, tu veux dire le Il va, flux de il méthane va dans préciser le sa question processus et de comme ça, croissance? je sais pas ce qu'il veut dire. Il va préciser sa question et puis comme ça, il nous D'accord. dira. La force de Donc je connexion par continue. rapport aux touches, il dit. Ah oui, oui, oui. Alors, non, oui, alors bon, je pense que je vois. Oui, oui, alors en fait, oui, alors je vais continuer Oui, pas de et problème. on va reparler de ça. Je continue. Donc là, en fait, voilà le type d'architecture, en fait, qu'on peut fabriquer. Donc là, vous reconnaissez le guidon de coplanaire que je vous ai présenté avant. Il est un petit peu différent, mais là, là aussi, c'est coupé aux extrémités. On voit un petit contraste d'ailleurs. Ça, c'est une photographie au microscope optique. Et ça, c'est D'accord, des oui, photographies au microscope électronique qui sont coloriées. plus précise. Vous voyez, suivant là, ça c'est fait par là, c'était un de mes doctorants, là, Tutino Cuben, là c'est un autre de mes doctorants, Mathieu Desjardins. Mathieu Desjardins, qui est le cofondateur qui est maintenant le directeur technique de C12, en fait, Quantum Electronics. Et donc là, oui, ça c'est cette espèce de petit filin colorié en jaune, ça c'est un nanotube de carbone. Et donc, euh, et donc là, en fait, on a des électrodes. Et cette électrode verte, en fait, se connecte. Voilà, donc là, vous reconnaissez les interruptions de piste. Et voilà, ça fait cette espèce de tour comme ça, là. Donc le photon rebondit, il fait ça, ça et ça. Alors là, en fait, donc là, on reconnaît, là, j'espère que vous reconnaissez. Donc là, il y a vous voyez, il y a plusieurs électrodes. Mhm. Ça c'est l'équivalent des touches, en fait. D'accord. Alors, il y a un moment où ça devient encore plus clair, j'espère, hein, sinon, vous allez me faire vivre une tragédie si vous me dites que c'est pas clair. C'est que là, vous voyez, là, ces électrodes, elles sont là comme ça, en fait. Je les ai représentées D'accord. ici Il n'y a pas de horizontalement. connexion avec le nanotube direct. Alors justement, il peut y avoir. Alors, si c'est une bonne question, on peut avoir les deux cas de figure. Soit on peut les connecter, donc pour passer un courant, soit on peut les coupler uniquement capacitivement. Oui, d'accord. Et donc quand on fait ça, en Capacitivement, fait, pour le public, capacitivement, c'est un peu comme un téléphone portable où on n'a pas besoin de toucher, ça peut faire c'est ça, c'est directement. sans contact. Donc ça veut dire qu'en fait, cette électrode-là, c'est un peu comme si je mettais, comment est-ce que je pourrais dire? C'est comme si je mettais un obstacle comme si j'avais un rocher, vous voyez, dans de l'eau qui dépasse, hein. L'eau ne peut pas aller au-dessus du rocher. Donc là, ça fait un peu pareil pour les électrons, en fait. C'est-à-dire, je fais un potentiel qui permet de soulever, en fait, de faire une barrière de potentiel. Mais, comme je vous l'ai dit,
Les électrons, eux, ils sont quantiques, donc ils peuvent franchir la barrière de potentiel par ce qu'on appelle un effet qui est l'effet tunnel, donc ils peuvent passer à travers une porte sans l'eau, parce qu'ils ont ça c'est leur caractère ondulatoire qui leur confère cette propriété. Et donc, euh, et donc comme ça, on peut fabriquer ce qu'on appelle, vous voyez là, les électrons, ils sont sur des barres là en fait, hein. Et ces électrons qui sont sur des barres, c'est parce que c'est des niveaux d'énergie. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un atome artificiel. Si maintenant là j'ai un atome ici et un atome là et que je les couple en fait par cette barrière, eh bien c'est ce qu'on appelle une molécule artificielle. Et donc là en fait par exemple je peux avoir envie d'encoder l'information dans l'électron. Il y a par exemple c'est celui-ci. Si je dis que celui-ci, si j'ai enlevé tous les électrons, j'en ai plus qu'un seul. L'électron à gauche ça peut être le 0 et l'électron à droite ça peut être le 1. D'accord, oui. Et donc ça je peux le contrôler avec ces touches. Et donc, en effet, alors l'intensité de la tension électrique que je mets sur cette touche-là, elle peut contrôler, par exemple, la position du niveau d'énergie, en fait. Donc, c'est D'accord. un peu ce que disait l'intervenant tout à l'heure. Alors, c'est pas la vitesse, mais en fait, là, on contrôle comme ça le vecteur d'onde, en fait, comment, de l'électron, hein, et donc, ça permet comme ça de contrôler, en fait, la position du niveau d'énergie. Ok. Et il Donc, voilà. demande est-ce que ça marche? C'est un peu comme les lignes électriques avec la force électronique autour du câble au passage du courant. Le côté capacitif, je pense. Oui, oui, alors là, pour les lignes électriques, c'est plutôt sur un côté inductif. Oui, Mais en effet, c'est un peu le même principe. Oui. En effet, c'est-à-dire que là, c'est un peu comme dans un condensateur, hein. Si je mets, donc, voilà, donc si j'accumule des charges, en fait, sur une plaque d'un condensateur, il y a des charges, en fait, là, sur l'électrode opposée qui s'accumule parce que j'induis un champ électrique, même statique, dans sur aux bornes, enfin, des armatures du condensateur. Et ben là, en fait, une des armatures du condensateur, c'est cette électrode-là, et l'autre, c'est ce conducteur-là, en fait. oui, d'accord. Tout à fait. Oui, moi ça me fait penser à ces boules, les grosses boules où on voit des éclairs dedans, et quand on passe les doigts, du coup, à côté ou dessus, ça attire les éclairs par effet Oui, c'est électrostatiques. exactement ça. C'est exactement ça. C'est qu'on se charge, en fait. Et donc, quand on met cette électrode-là, donc là, c'est pas des très hautes tensions, c'est typiquement le volt, on charge en fait en effet la partie en face en fait. C'est Ouais. exactement ça. Bon, après, un volt sur une taille aussi faible, ça doit quand même faire des champs, j'imagine, Ça fait des champs considérables. électriques, oui, 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 ça fait des champs électriques importants, mais pas aussi importants que les champs pour arquer dans l'air, Oui, en effet. bien sûr. Ok, ok. Donc voilà. Et alors donc on peut, alors là je me rends, là, on peut du coup, donc ça marche, hein, on peut maintenant, donc là on peut, vous voyez, faire des franges d'interférence. Donc vous voyez là ces espèces de petites stries. Ça, c'est la manipulation de l'état quantique de ce circuit. Donc voilà, donc ça Oui, c'est parce que j'avais demandé en ça fait, parce que avant on parle d'un photon qui passe dans un circuit de nanotube. Bon, ce que je trouve oui. déjà, je savais pas que ça existait, je trouve ça extraordinaire d'avoir un circuit de photons comme ça dans un nanotube. Mais du coup, quel est le lien entre le photon dans ce nanotube et les électrons qui sont Et ben quelqu'un c'est d'autre? que c'est justement que les électrons sont des particules chargées et ils interagissent avec le champ électrique du photon. Et donc vous voyez là en fait ces franges là en fait où vous voyez cette espèce de trou là, il y a une espèce de corne là en fait qui descend vers le bas et vers le haut. Ça montre que l'électron en fait, donc ça montre que l'électron interagit avec le photon. Parce que s'il n'interagissait pas, ça serait tout droit. En fait, la ligne rouge ne serait pas interrompue. Là, le fait qu'il y a des creux en fait dans la ligne rouge, ça montre que le photon qui est piégé, il fait plein d'allers-retours. Et quand il fait des allers-retours, en fait, son champ électrique, le photon, il a un champ électrique, il interagit avec la charge en fait négative de l'électron en fait piégé sur le nanotube. Donc ça, c'est ce trou-là en fait. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut maintenant manipuler l'état quantique de ce nanotube, enfin de l'électron tout seul sur le nanotube avec les photons. Donc ça, c'est cet exemple-là.
Donc, quand je manipule l'état quantique, ça fait des oscillations. Et ces oscillations-là, en fait, elles sont visibles dans ces franges ici, ces espèces de stries. D'accord, donc chaque alternance de lumière sombre, c'est une oscillation de l'électron. C'est une oscillation. Vous voyez, donc là, vous voyez l'échelle temporelle, c'est typiquement la microseconde, hein, en fait. Alors, il y a Bellwin Mais vous voyez que j'ai quand même pas mal d'oscillations. qui demande est-ce qu'on pourrait remplacer les champs électriques chargés du tube par des champs magnétiques? Oui, très bonne idée. En fait, il y a des gens qui essayent de faire ça. Parce qu'en fait, si je regarde le spin de l'électron, lui, il interagit directement avec le champ magnétique. Et donc, on peut aussi imaginer de faire ça, en effet. Le photon a aussi un champ, enfin, disons, le champ du photon a aussi une partie magnétique. Et donc, ça, c'est nous, donc j'ai mis la photo. Ah oui, C'est bon, bah, bon, c'est voilà, ça. c'est la photo est pas intéressante, mais voilà, il y a des gens qui veulent utiliser ça pour pouvoir faire des applications. Donc voilà, les perspectives de cette plateforme, voilà, c'est d'utiliser maintenant les photons pour faire tout ce dont on a besoin pour fabriquer un processeur. Donc, par exemple, donc pour faire l'équivalent des bâtonnets là qu'il y avait sur l'espèce de grille. Donc là, maintenant, je vais coupler donc. Alors là, j'aime bien l'analogie du ballon de rugby. Désolé, le ballon. Enfin, euh, donc, bon, je sais, on a perdu. Bon, Ouais, pour certains, ça peut être catastrophique. Bon, mais l'analogie du ballon de rugby, c'est que si, vous voyez, quand vous avez deux joueurs de rugby qui sont sur le terrain, ils s'échangent le ballon, ils interagissent l'un avec l'autre. Et bien là, maintenant, les spins, ils peuvent faire exactement pareil en s'échangeant un photon, en fait. Donc, il y a un spin qui émet un photon, et puis le photon est capté par un autre spin. Ils interagissent l'un avec l'autre. Et donc, là, en fait, alors évidemment, c'est très schématique hein, comme explication, mais ça fait un bâtonnet, vous voyez, comme ça. d'accord. Donc ça, c'est une Et donc ça, c'est interaction. de ce dont on a besoin pour fabriquer un processeur. On a besoin d'interconnecter des unités nœuds et des unités binaires, hein. D'accord. Et là, ils sont interconnectés du coup optiquement. Voilà, exactement. D'accord. Et comme je vous avais montré qu'on pouvait les manipuler, on peut aussi vous voyez là, on peut aussi les détecter aussi avec les photons en regardant l'état du photon. Et donc, on a en fait la lecture, la manipulation, le couplage. On peut aussi coupler à d'autres degrés de liberté si on veut fabriquer des mémoires, par exemple. Donc, cette architecture de cavité avec donc d'électrodynamique quantique en cavité, elle est en fait a priori extrêmement fructueuse pour faire ce qu'on appelle une architecture pour le passage à l'échelle, pour fabriquer une architecture de calcul universel. Alors, Voilà. moi, je me demandais un truc, et puis après, il y a aussi une question de Bellwin. On peut avoir des renseignements sur le photon sans le détruire. Ça, moi, je pensais que pour mesurer quelque chose sur un photon, il fallait bah, qu'il soit absorbé par quelque chose pour qu'on puisse avoir l'information. On peut détecter, Oui, juste mesurer ah le oui, ça c'est une passage question du... assez pointue. Oui, oui, en effet. Donc c'est ce qu'on appelle les mesures non destructives en fait. C'est-à-dire que si je m'arrange pour mesurer une variable en fait qui n'est pas là en effet incompatible avec mon instrument de mesure, donc là eh bien je fais ce qu'on appelle une mesure non destructive. Donc je peux voir un photon en quelque sorte sans l'absorber. D'accord. Et Et donc cette architecture-là, elle permet de faire ça en fait. oui, parce que si on le détruit, on ne sait plus utilisable en fait, du coup. Donc c'est Exactement. obligé. Là, en fait, l'état, en fait, exactement, là, on peut mesurer comme ça, avec l'état. Là, c'est l'électron, en quelque sorte, qui nous renseigne sur le photon, en fait, en effet. D'accord. Et du coup, il y a Bellune qui dit que ça fait un peu penser à la création des bits mécaniques à l'époque de la conquête spatiale du coup, alors je sais pas pourquoi ça lui fait penser à ça. Et sauf que là, c'est des qubits par maillon. Alors j'ai pas le, la connaissance sur comment on faisait les bits mécaniquement durant la conquête spatiale. Je sais pas si vous l'avez, si vous voyez l'analogie ou pas. Vous pouvez ne Euh, pas voir, c'est pas un problème, hein, on n'est pas. non, enfin, je suis pas sûr que c'est vraiment, enfin, euh, non, en fait, je pense que oui, enfin, c'est une autre architecture en fait que l'architecture. C'est ça la question, parce que là, en effet, comment
le principe de calcul, en fait, est indépendant de l'architecture. Enfin, il peut être indépendant de l'architecture. Donc là, c'est dans le sens, si c'est une autre architecture, on peut en effet, on peut voir ça. Mais après, ouais, il faudrait être peut-être un peu plus. J'avoue que j'arrive pas à avoir une plus grande Non, mais il n'y a pas de analogie, problème, mais hein, y a pas de problème. On n'est pas obligé de tout savoir sur tout, hein. non, non, non. Là, j'avoue que je vois pas trop. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ok, ok. Donc, Donc voilà, donc ça c'est donc voilà, donc là et là j'ai fait un énorme tunnel, Ouais. donc du coup donc je pense que je vais accélérer un petit peu, mais comment c'était la deuxième partie mais elle est moins longue, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là en fait ça c'est pour la partie calcul, donc ça c'est les perspectives du calcul. Et donc le calcul en fait euh, donc là aussi hein, c'est en principe donc il y a si on arrive à faire ça avec 50 unités binaires quantiques parfaites, donc qui n'ont pas d'erreur, on pourrait battre n'importe quel supercalculateur. Vous voyez, là, 50 seulement, hein, on pourrait battre n'importe quel supercalculateur, hein, donc, alors pour des problèmes bien spécifiques, hein, encore une fois. Donc, il y a vraiment quelque chose de très intéressant encore pour les systèmes complexes. Mais les systèmes quantiques sont aussi intéressants pour, pour mesurer, pour faire des mesures de précision, en fait. Et donc, notamment des mesures d'objets cosmologiques. Alors là, c'est un peu comme la Lune. Là, vous allez vous dire que là, je sais pas, je suis fasciné par le cosmos. Un astronome Ce qui qui n'est pas faux. s'ignore. C'est ça, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Et donc, en fait, là encore, on va réutiliser des photos dans des boîtes, en fait, hein. C'est ça qui est très drôle. Et donc, c'est là que vous allez voir la parenté, en fait, entre cette deuxième partie et la première partie. Donc, euh, donc là, je rembobine l'histoire. Donc, ça va. Bon. Et donc pour montrer en fait que tout ce qu'on connaît, hein, toute la physique qu'on connaît, que ce soit enfin tout ce dont on a parlé, mais bien plus, hein, en fait, c'est très très peu. Donc en fait c'est extrêmement peu par rapport aux constituants élémentaires de l'univers. En fait, on peut quantifier à peu près. Donc là, voilà, j'ai pris un camembert sur le site du CERN, donc sur c'est l'expérience Atlas. J'aime bien parce que j'ai travaillé sur l'expérience Atlas quand j'étais petit, enfin petit, quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, j'ai fait un stage d'études d'été sur l'expérience Atlas. C'est pour ça que j'aime bien l'expérience Atlas. Et donc, euh, et donc, on sait que tout ce qu'on connaît, c'est à peu près en fait 5% des constituants élémentaires de l'univers. Tout le reste, c'est complètement inconnu. Donc, il y aurait en gros 27% de matière sombre et puis quelque chose d'encore plus mystérieux qui serait de l'énergie sombre. Mais Alors, alors, pour ceux qui savent pas, quand on dit matière inconnue, c'est-à-dire qu'on on connaît pas leurs propriétés, quoi. C'est de la matière, on sait pas ce que c'est. on ne sait Voilà. pas du tout ce que c'est et on interagit très peu avec, en fait. Donc, justement, alors, mais il y a quand même de bonnes raisons hein, pour l'existence de notamment de la matière sombre dans l'univers. Et ça, c'est des observations gravitationnelles essentiellement. Donc, on sait que sur les structures à grande échelle, on- en fait, quand on fait des observations, il y a des observations depuis le début du XXe siècle, dans les années 30, à 1930, par Zwicky, quand on regarde le mouvement, en fait, quand on observe des galaxies, et quand on regarde par exemple les profils de vitesse, on se rend compte qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche. C'est comme s'il y avait une matière en fait pesante qu'on ne voyait pas, qui était là pour expliquer en fait ces profils de vitesse. Et alors là, il y a cette image donc c'est ce qu'on appelle l'amas de la balle. En fait, c'est des amas galactiques. En fait, on a superposé euh, trois images, une image optique, une image aux rayons X et une image de l'antigravitationnel, donc qui est en fait liée à la courbure en fait des rayons lumineux par des effets gravitationnels. Donc ça, c'est comment la relativité générale. Et donc, ça, c'est ce qui permet de voir s'il y a des objets justement pesants. C'est là le minimum, hein. C'est-à-dire, si on voit que les rayons lumineux sont courbés, on arrive à dire qu'il y a quelque chose qui est pesant quelque part sur la trajectoire du rayon lumineux. Et donc là, ce qu'on voit, oui, c'est donc l'image, en fait, le pourpre, ça, c'est la partie, en fait, de l'antigravitationnel. Et donc, vous voyez qu'en fait, le pourpre, il est partout.
même à des endroits où il n'y a rien, il n'y a pas de galaxies, il n'y a rien du tout. Et donc, ça, c'est une des signatures les plus, disons, évidentes hein, de mes amis, enfin de nos amis cosmologistes, qui militent vraiment en faveur de l'existence de matière sombre. Et alors, en gros, l'idée, c'est que la matière sombre serait partout, même autour de moi, autour de vous. Donc partout, même là où on est dans la Voie lactée, mais qu'elle aurait une interaction extrêmement faible avec la lumière et la matière qu'on connaît. Et donc, le extrêmement faible, c'est si faible que, eh bien, qu'il faut aller à la limite quantique pour la détecter. Il faut fabriquer des objets en fait qui sont extrêmement sensibles. Et alors, il y a toute une grande classe de modèles. C'est là que vous allez comprendre pourquoi je me suis mis à faire ça. Qui dit qu'en fait, il y a ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle une nouvelle particule qui n'a jamais encore été découverte, qui est au-delà des particules qu'on connaît, c'est-à-dire les particules du modèle standard, qu'on appelle des actions, qui, s'ils existent, en fait, auraient les bonnes propriétés pour expliquer cette matière noire. Alors, les actions, ils ont été inventés par Peche et Quinn dans les années 70. Et alors là, en fait, il viendrait d'une brisure de symétrie. Alors là, il faut toujours sortir. Donc, si on sait pas quoi dire, on sort un chapeau mexicain et on sort un potentiel en chapeau mexicain. Et donc, vous voyez, c'est pour ça, là, vous voyez, je sais pas quoi dire. Donc, j'ai sorti un potentiel en chapeau mexicain. Et alors, le potentiel en chapeau mexicain, en fait, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais on a fait le Monsieur Jourdain du chapeau mexicain. C'est-à-dire qu'on a fait du chapeau mexicain sans le savoir. On l'a coupé, c'est Euh, ça? alors, on l'a coupé, on l'a vu ce qui se passait. Donc, c'est ce que je vous ai raconté sur les transitions de phase, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours un chapeau mexicain quelque part. Donc, l'aimantation d'un aimant en dessous de la température Curie, va d'un côté ou de l'autre, c'est un chapeau mexicain. Si je pousse en fait alors on a beaucoup de chapeaux mexicains dans la vie. Si je pousse sur un bâton à partir d'une certaine pression, d'une certaine pression critique, il va se mettre d'un côté ou de l'autre. C'est aussi un chapeau mexicain. Il y a des chapeaux mexicains partout. Et en fait, le chat qui est d'un côté ou de l'autre, vous voyez, là en fait, les gens pour le fabriquer, ils font une espèce de chapeau mexicain en fait. Donc, euh, donc en fait, il y a toujours un chapeau mexicain. Et donc là, c'est Peche et Quinn qui ont dit non, mais en fait, ils ont trouvé un chapeau mexicain qui faisait émerger une nouvelle particule. Et cette particule-là, ça a été appelé pas par Peche et Quinn, par Wilczek en action. Et il se trouve que c'est un excellent candidat pour la matière noire, même le candidat privilégié, et qu'il est extrêmement léger. Alors, donc là, c'est horrible. C'est-à-dire que je mélange, là, je fais comme mes amis, donc je mélange masse, énergie, fréquence. Et donc là, en fait, je fais la masse, je dis que c'est très extrêmement léger, et après, je vous dis qu'il est vous voyez, dans le micro-électron-volt, donc ça, c'est horrible. Euh, donc là, les Après, tout enseignants le qui monde sont peut-être commande là, ou E qui sont égale peut-être MC. partis, ils sont peut-être même Tu vois, partis, là, les genre, enseignants. Les enseignants qui sont de l'autre côté sont déjà partis parce que c'est vraiment, c'en était trop. C'est un scandale. Je mélange tout, les masses, mais comment voulez-vous qu'après les étudiants ou les élèves, voilà. Mais donc en fait, là, je prends une masse, je multiplie par la vitesse de la lumière au carré, ça fait une énergie égale MC2, et je divise ça par la constante de Planck, ça me fait une fréquence puisque c'est E égale h nu. Et donc, j'aime bien parler comme ça je vais tout mélanger. Donc ça, c'est dans le domaine des micro-ondes, là, c'est de ce micro-électron-volt, donc c'est dans le domaine du gigahertz. Et donc, en gros, on peut vouloir les détecter, mais il y a un hic pour ça, c'est que nos amis de cosmologie nous ont dit, non, mais si ça existe, c'est très facile à mesurer, il suffit de détecter une toute petite variation, un terme en fait supplémentaire dans les équations du champ électromagnétique, qui sont les équations de Maxwell, donc de James Clerk Maxwell. Et donc c'est un terme dit en E scalaire B. Alors, donc, ce qui veut dire qu'en fait, ça voudrait dire, si c'est vrai, que les équations de Maxwell telles que vous les connaissez, pour ceux qui les connaissent, en fait, ne sont pas exactes. Et il y aurait un terme. Alors, en fait, pour ah, toutes les juste applications E, qu'on c'est connaît, ce le serait pas champ très grave. électrique et B, c'est le champ magnétique.
déjà pour dire c'est des vecteurs qui représentent le champ électrique et le champ magnétique. Euh, et donc vas-y, pardon, continue. Alors, du coup, en quoi ça casse les équations de Maxwell? Parce que ça rajoute un terme, en fait, elles sont modifiées en fait par ce terme-là, en fait. Donc, elles sont modifiées par un terme et donc, du coup, le champ électrique et le champ magnétique ne sont plus reliés par les équations qu'on connaît, par des équations modifiées, enfin, seraient reliés à cause de cette action-là, à cause de l'existence éventuelle des actions. Et donc, du coup, euh, si elles sont modifiées, ça reviendrait à détecter des puissances extrêmement faibles. On va dire 10-24 watts. Alors, bon, c'est un peu comme si on mettait, alors c'est vraiment des puissances extrêmement faibles. Ouais, Donc, par exemple, un fer à repasser, c'est 1 kilowatt, hein, donc c'est 10 puissance 3 watts. Donc, c'est des presses, des puissances vraiment. Une bougie, je crois, c'est 0,1 watt, hein, une bougie. ouais, Donc, c'est vraiment des puissances extrêmement faibles. extrêmement faible, oui, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il faut les mesurer très, très précisément. Et donc, c'est là que la boîte à photons revient. Donc, c'est Pierre Séquivi qui, dans les années 80, a dit non, non, mais attendez. Alors, parce que là, à ce stade-là, quand c'était presque une question philosophique, c'est qu'on va jamais réussir à Ouais, détecter ça. D'ailleurs, dans les années 70, les gens appelaient ça les actions invisibles. Donc, c'était dire que personne pensait qu'on arriverait à avoir la sensibilité pour détecter ça. Et donc, il y a Pierre Séquivi qui dit, non, mais attendez, si vous faites une boîte à photons, donc encore Einstein, il n'avait pas sorti Einstein, mais c'était quand même très malin de sa part. Il avait dit, si vous faites une boîte à photons, eh bien, et que vous savez très, très, très bien mesurer le nombre de photons dans cette boîte à photons, eh bien, ce terme-là, s'il existe, il va modifier un tout petit peu le nombre de photons. Alors, comment il va le modifier? Eh bien, c'est très facile, il dit. Il a dit que c'est très facile. Mais en fait, c'est pas du tout facile, mais c'est pas grave. Il a dit c'est très facile. Il suffit de mettre un champ magnétique. Et le champ magnétique, alors là, on peut dessiner un petit diagramme. C'est très rigolo pour le processus. Il va convertir un action, s'il existe, en photon. Parce qu'il se d'accord. mélange, en fait, le terme en E scalaire B, ça revient à faire ça, en fait. Un action, pouf, il met ce mélange au champ magnétique et puis il émet un photon. Et donc, mais ça, en fait, évidemment, ça revient à mesurer des nombres extrêmement faibles. Ça revient à mesurer, en fait, 10-24 watts qui sort de cette cavité. Et Et c'est là qu'on utilise la physique. du coup, ça fait un photon qui serait de l'ordre du microélectronvolt, c'est ça? Ça serait un photon qui serait du microélectronvolt. Donc, il faut le Mais en mesurer, fait, j'imagine. alors c'est là que, donc il y a deux manières de le voir. C'est que, en moyenne, en fait, ça serait une modification infime du nombre de photons dans la cavité. D'accord. Oui, En moyenne. Ou alors, ça voudrait dire qu'on détecterait un photon, donc très rarement. mais ok. Oui. Oui, si on met Voilà. pas du tout de photons et qu'il y en a un qui apparaît, on se dit que ça vient de là. C'est ça l'idée. Enfin, Exactement. dans ces fréquences-là, quoi. Voilà. Alors, et donc, c'est là que, en fait, on en vient à détecter c'est là qu'en fait, ça revient à faire des détections où, en fait, on doit détecter avec des précisions limitées, en fait, par la mécanique quantique. Parce que là, en fait, vous voyez le champ, en fait, donc on revient au même problème. C'est-à-dire qu'en gros, le photon, vous vous souvenez là, donc en fait c'est extrêmement construit hein, comme exposé là. Donc je vous ai remontré comment donc je dis ça évidemment en plaisantant, c'est pas du tout construit. Mais je vous ai quand même dit donc je vous ai montré, on a parlé des unités binaires quantiques de Char. Donc il y avait ce plan des I et Q. Donc ce plan I et Q, donc c'est l'équivalent de la position pour le photon dans la cavité. Eh bien, en fait, s'il y a une action qui arrive, il va décaler en fait un tout petit peu la position du photon dans ce plan IQ. Il va le pousser un petit peu. Mais comme on l'a dit, il y a le principe d'incertitude d'Heisenberg. Donc en fait, il y a un flou, vous voyez, associé à cette position. Et ce flou-là, il est relié à ce qu'on appelle les fluctuations quantiques du champ. D'accord. Et en fait, si on met les ordres de grandeur, le déplacement est en fait beaucoup plus petit que le flou relié aux fluctuations quantiques du champ qu'on peut reproduire en laboratoire. Du coup, c'est Donc, très comment difficile à détecter mesurer, des quoi. choses? C'est très difficile à mesurer. Comment détecter ces choses-là? On fait appel à la physique de la balançoire. Donc, ça a l'air d'être complètement sorti du chapeau, mais en fait, c'est très réaliste en fait. C'est qu'en fait, la balançoire, c'est génial, une balançoire, c'est un objet anharmonique en fait.
et ça, tout le monde le sait depuis qu'on est tout petit, hein, c'est qu'en fait, je peux amplifier un tout petit mouvement en un grand mouvement en pompant à la fréquence double. Donc, vous voyez, quand on se balance, donc on pompe en fait à la fréquence double parce qu'on se balance à chaque demi-période, vous voyez? C'est-à-dire que quand on est à l'avant ou à l'arrière de la trajectoire. Le fait qu'on puisse amplifier le mouvement de la balançoire grâce à ça, hein, vous savez, on est immobile et puis tout d'un coup, ça amplifie. Ça, c'est vraiment relié au fait que c'est anharmonique. Et pourquoi c'est anharmonique la balançoire? Eh bien, c'est parce qu'il y a le potentiel gravitationnel. C'est parce qu'on a. Donc, voilà, et donc, en fait, donc, ça, on peut le faire aussi. On s'inspire de la balançoire, parce qu'on se souvient de quand on était petit, pour faire de l'amplification. Mais là où la balançoire, c'est un oscillateur électromagnétique, donc l'équivalent du photon dans la cavité. Alors, juste avant, Et donc, voilà. il y a Bellwin qui demande, dans une boîte à photons, est-ce que les photons peuvent s'entrechoquer comme des boules de billard pour sortir dans un trou? Alors, donc là, en fait, je vais répondre à côté, mais enfin, la réponse est oui, et je vais pas répondre avec les. Donc, c'est pas des sphères. Donc, en fait, les photons, en principe, n'interagissent pas les uns avec les autres. Quand ils s'entrechoquent, on est d'accord, ils interagissent. Donc, je vais répondre à cette partie-là de la question. Et alors là, c'est ça. Je vais remercier. Là, donc, merci beaucoup. Parce qu'en fait, ça peut pas être une meilleure transition qu'avec la physique de la balançoire. En fait, les photons n'interagissent pas. Donc, donc ça, donc le fait d'avoir quelque chose d'anharmonique, c'est relié à cette possibilité d'entrechoquement en fait des photons. Donc ça, c'est donc l'anharmonicité, hein, d'accord? C'est une autre manière de le dire, c'est les photons interagissent les uns avec les autres. Si je prends un bout de cuivre, alors attendez, je vais vous montrer le bout de cuivre. Voilà, ça par exemple. Si je fais un trou dans le cuivre, donc ça, c'est une demi-cavité. Si je la ferme de l'autre côté et que je mets rien dedans, les photons vont pas s'entrechoquer. Les photons n'interagissent pas les uns avec les autres. Alors, ils vont réussir à sortir de la cavité, mais c'est juste parce que vous voyez, là, j'ai un petit trou. Là, vous voyez, j'ai fait un petit trou. Là, vous voyez ce petit trou là, avec la petite pinoche là? Ça, c'est le trou pour sortir les photons. Mais les photons ne s'entrechoquent pas comme des boules. Ils interagissent pas les uns avec les autres. Et ça me fait sortir de la physique de la balançoire. Mais moi, je veux faire de la physique de la balançoire. Et donc, pour qu'ils s'entrechoquent les uns avec les autres, j'ai ma petite botte secrète, enfin, qui n'est pas secrète en fait, puisque ouais, je vous la montre et puis de toute façon, même, on la publie. Donc, c'est ce circuit supraconducteur qui est en fait, qui ressemble furieusement à une unité binaire quantique qui est utilisée par là, toutes les unités binaires quantiques dont on a parlé au début. Et ça, en fait, ça donne de l'anharmonicité, en fait. C'est un circuit, c'est de la matière, ça donne de l'anharmonicité à la lumière, et donc ça rend les photons, ça permet aux photons de s'entrechoquer en quelque sorte. Et ça, Comment c'est une ça fait ressource ça? extrêmement précieuse parce que ça me permet d'utiliser la physique de la balançoire. Et la physique de la balançoire, en fait, c'est une ressource d'amplification. Mais comment ça se passe pour que Parce que moi, il m'aurait posé cette question, j'aurais dit, bah non, les photons, ça n'interagit pas ensemble, donc ça peut pas le faire. Et là, comment ça fait en sorte que les photons puissent interagir? Si c'est pas trop long, Eh je veux ben, dire. alors en fait, non, non, alors il y a une analogie simple. C'est que si la matière, c'est juste un atome, si j'ai deux niveaux, si c'est un atome avec deux niveaux, Mhm. donc là, en fait, tu vois, par exemple, si j'ai si les photons n'interagissent pas, je peux exciter avec n'importe quelle amplitude, hein, donc la balançoire, en fait, on est d'accord, euh, si, enfin, donc, le fait que les photons n'interagissent pas, ça veut dire qu'en fait, l'oscillateur, je peux osciller, je peux le faire osciller avec n'importe quelle amplitude, sa fréquence ne va pas changer, en fait. Mhm. Hein, c'est une autre manière de dire qu'il n'y a pas d'interaction. Sauf que maintenant, donc, parce qu'en gros, c'est que j'ai pas de différence entre l'énergie, enfin, je vais juste additionner, en fait, si j'ai un photon ou deux photons, j'ai essentiellement pas de grosses différences. C'est-à-dire, j'ai juste comment, euh, comment
le spectre est essentiellement le même. Par contre, si les photons interagissent, on est d'accord, maintenant le système il va être différent si je mets un photon ou deux photons, Mhm. puisque les photons interagissent l'un avec l'autre. Eh bien, si maintenant j'ai de la matière, si j'ai un photon ou deux photons, ils vont pas exciter de la même manière l'atome, parce que l'atome, lui, il a que deux niveaux. Si je l'excite très fort, à un moment donné, il sature, parce que j'ai que deux niveaux. Je ne peux pas faire plus que de mettre le niveau bas sur le niveau haut. Donc, si avec un photon, je l'ai déjà fait, je ne peux pas le faire avec un deuxième photon, par exemple. Mais Ou du si coup, le photon. ce que je comprends bien, c'est que du coup, parce que du coup, tu as utilisé un photon pour exciter la matière. Lui, il a disparu. Exact. Bah, il n'a pas disparu, mais il a déjà excité. Donc, en gros, la matière, en fait, elle est non linéaire. Ce côté que je peux saturer, en fait, la matière, l'atome, quand j'ai une grande amplitude d'excitation, ça fait que ça induit de l'anharmonicité, en fait. Et donc, ça fait que les photons, en fait, vont interagir En fait, les uns avec les les autres. photons n'interagissent pas ensemble, ils interagissent chacun avec la même matière. Et du coup, ça Et crée c'est via la matière qu'ils vont interagir l'un avec l'autre. D'accord. Exactement. Ok, ok. En fait, c'est exactement comme le ballon de rugby finalement, mais c'est l'inverse. Ouais, C'est-à-dire que maintenant, le ballon de rugby, c'est la matière. le rôle du ballon de rugby, c'est la matière et c'est pas et les ballons de rugby, c'est un peu comme si il y avait deux ballons de rugby qui arrivaient sur le joueur en fait et qu'après c'est ça voilà. Donc c'était un peu ça quoi. Ok, ok. Donc ça fait voilà. Donc voilà. Et donc alors là, et donc et donc en fait, donc on peut vouloir comme ça utiliser ce genre d'astuces pour pouvoir comment essentiellement sonder à la limite quantique, euh, donc avec des technologies quantiques, les euh, ces objets. Et donc en fait là, essentiellement les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils fabriquent une boîte à photons. Elle a une certaine fréquence, donc qui correspond à une certaine masse. Et puis ils disent, bah non, bah, j'ai rien trouvé à cette valeur-là. Donc ça m'exclut une toute petite, Frange des euh, possibles. voilà, une toute petite tranche dans le plan en fait masse couplage. Le couplage me donne l'intensité que je peux attendre. Et puis là, vous voyez, la masse, donc c'est en électronvolts, donc voilà, c'est enfin, en énergie. Ça me donne c'est aussi une fréquence. Et donc vous voyez, ça ressemble à ça en fait la carte. Donc la zone jaune, c'est ce que les modèles de la physique cosmologique nous donneraient. Enfin, c'est là qu'on attend les très bons candidats pour la matière noire. Et chaque expérience, ça correspond à une petite tranche comme ça. Donc là, pour l'instant, personne n'a jamais rien vu. Donc Et en tout gros, ce qui est voilà, les coloré, gens c'est utilisent des cette trucs où on là, sait qu'il n'y en a voilà. pas encore, quoi. Enfin, les trucs verticaux, les bandes verticales, on Voilà, sait mais qu'il vous n'y en a pas voyez, dedans. on sait qu'il n'y en a pas là. Et donc ça, c'est plusieurs expériences concaténées en fait au fil des années, où les gens changent comme ça petit à petit de boîte à photons. Et Donc voilà, pour donc changer de boîte à photos, ça veut dire chaque expérience, il faut refaire une nouvelle boîte. alors voilà. Ou alors il y a des dispositifs mécaniques où ils changent un peu. Il y a une espèce de barreau, par exemple, qui peut Cool, bouger un petit peu. Mais ça revient à changer la boîte, en effet, exactement. Donc voilà. Donc j'arrive à la fin en ayant un petit peu fait des raccourcis, mais j'ai dit à peu près ce que je voulais. C'est que, en fait, j'espère vous avoir montré que on peut manipuler là, l'état quantique de circuits électriques, notamment avec des photons. Donc, il y a des applications avec en simulation quantique, mais ce qu'on a vu surtout, c'est le calcul quantique et les sondes quantiques. Et donc, on peut vouloir fabriquer des processeurs ou des circuits ouais, comme ça pour, donc pour encoder de l'information quantique. Mais aussi, on peut vouloir sonder, grâce à ces techniques de mesure extrêmement sensibles, des choses complètement enfin, comment, loufoques comme des objets cosmologiques. Voilà, merci pour votre Génial. attention. Ben, merci beaucoup. Euh, Est-ce que je peux t'intéresser à quelques autres questions qui ont rien à voir ou pas? Attends, il y a Belouin qui a une question.
Bien Si sûr. on peut interagir avec d'autres particules comme des quarks plutôt que des photons. Alors, euh, là, je pense, non, là, en fait, je pense que là, en fait, on ne serait pas dans la bonne gamme d'énergie, hein. D'accord, On serait à beaucoup plus haute énergie, ouais. d'accord, d'accord. Donc là, c'est quand même ce qu'on appelle une physique de très basse énergie. Il se trouve Oui, que, il y a des candidats, il y a beaucoup de candidats, comment enfin, il y a beaucoup d'objets cosmologiques qui sont dans les radiofréquences, hein, hein, on le sait, donc là, toutes les applications de radioastronomie ou dans les micro-ondes. Et donc pour la cosmologie, il y a vraiment un intérêt à utiliser ces techniques de détection de champs électromagnétiques à la limite quantique. Après, pour tout ce qui est comment, subatomique, en fait, c'est plutôt vraiment comment, à beaucoup plus haute énergie qu'on peut les sonder. d'accord. Oui, parce que je me demandais si c'est léger, a priori, ce serait plutôt facile à faire, puisque le LHC, c'est l'idée, c'est de faire des particules de plus en plus grosses Ah en oui, plus ah non, énergie. oui. Mais est-ce que c'est parce que c'est trop léger qu'on peut pas les faire? Alors, non, non, alors, non, non, alors ça, si c'est ça la Non, non, question, ça c'est une autre question. non, il y a Ça c'est des autre gens, chose. Oui, non, donc il y a des gens qui essayent, donc il y a les actions, en fait, qui sont ce qu'on appelle les actions reliques, c'est-à-dire, c'est les actions qui auraient été produites dans l'univers primordial, donc à l'approche de la naissance de l'univers, par ce mécanisme-là et qui existeraient maintenant, comment, et qui seraient des candidats pour la matière sombre. Après, les actions en eux-mêmes, euh, on peut en avoir envie de les générer avec ce mécanisme-là. Donc, c'est-à-dire, on met un champ très fort et là, au lieu d'attendre, d'écouter les actions qui émettent les photons, on met un photon aussi très fort et par ce processus-là, on crée des actions. Et puis après, on peut les redétecter par le processus inverse. Donc, il y a des gens dans des environnements de physique, d'accélérateurs qui essayent de faire ce genre de choses-là. d'accord, Donc, ça s'appelle les expériences de tirer, enfin, d'éclairer à travers un mur, en fait, d'éclairage à travers un mur. Là, et avec des intensités très fortes, comment on pourrait imaginer de générer des actions et de les redétecter. Donc là, ça sera encore des choses, je pense, des actions relativement légères, mais par contre, ça ne serait pas des actions dit reliques, c'est-à-dire des actions qui viendraient d'accord, d'une brisure, enfin, de l'univers primordial. d'accord, Donc c'est un peu cette même idée, donc, mais qui resterait à plus basse énergie. d'accord. J'ai une question un peu fétiche que j'aime bien poser à la fin. J'ai quelques questions un peu fétiches, mais il y en a une plus particulièrement, mais je vais peut-être toutes les poser. Par exemple, parce que j'aime bien aussi qu'on parle un peu des personnes qui font la recherche, donc le chercheur, pas que D'accord? sa recherche. Et par exemple, est-ce que tu as une idée de ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été chercheur? Qu'est-ce que tu ferais dans la vie? T'aurais une idée ou pas? Autre chose. Oui, je Alors, voulais être joueur pilote de rugby d'avion. peut-être? Non, pilote d'avion. Pilote d'avion? Ah oui, Oui. sympa. Euh, Et et du coup, la recherche, pourquoi est-ce que ça t'est venu plus d'un coup? exactement pilote de Canadair même, mais Pilote de c'est Canadair, parce que ah oui, c'est très précis. Super c'est ça. très précis. Le Razmod pour aller chercher de l'eau. C'est ça, ouais. D'accord. Ah oui, c'est marrant parce que j'ai pas eu tant de réponses que ça jusqu'à présent. Les gens étaient pas, oh, pff, je sais pas trop et tout. Mais là, c'est vrai que c'est Ouais. marrant. D'ailleurs, non, mais alors, en fait, non, mais c'est en fait, je peux juste vous dire si, donc si vous avez, donc là, si tu as des, enfin, je sais pas, oui, comment, pour ceux qui ont des enfants, là, qui écouteraient peut-être, si un jour, leur fils ou leur fille leur dit qu'il veut être pilote de Canadair, en fait, il ou elle va devenir physicien. Donc, D'accord, c'est ça. parce que j'ai déjà les mêmes exemples sur une de mes collègues. Ah oui, Une de mes c'est. collègues m'a dit un jour que son fils voulait être pilote de Canadair. Je lui dis, t'inquiète pas, il va. Il va faire des En fait, il sciences. m'a dit, oui, voilà, non, en fait, c'est bon, c'est ça. Mais donc du coup, oui, oui, parce qu'en fait, pour comprendre comment un avion vole, en fait, en fait, faut comprendre la mécanique des fluides et après, on peut se rendre compte, finalement, on peut avoir envie de comprendre autre chose que Autre chose. l'aérodynamique et la Ça ouvre mécanique à des la fluides. physique chimique qui finalement, enfin aux sciences en général qui finalement sont mieux que le fait d'être pilote. Mais il y a quand même des Voilà, pilotes de exactement. Canadair, donc il doit y avoir des exceptions à la règle, j'imagine. Les pilotes de Canadair, c'est extrêmement utile. Donc c'est heureusement qu'il y a des pilotes de Canadair. Donc c'était ça.
Euh, J'espère que physicien, c'est un peu utile aussi. oui. Mais je pense que pilote de Canadair, c'est plus utile que physicien. Je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de pilotes de Canadair s'il n'y avait pas de physiciens pour inventer les Canadair aussi. Sans doute, oui, oui, c'est vrai. C'est exact. C'est exact. Euh, et alors, du coup, je me demandais aussi là, pourquoi la recherche, à quel moment ça t'est venu? Est-ce que c'est très tôt? Alors, j'imagine non, puisqu'il y avait pilote de Canadair avant. C'est Et à ben quel justement, moment? c'est juste après avoir avoir voulu être pilote de Canadair, vers le début du lycée, j'avais envie de faire de la physique, j'ai eu envie de faire de la physique. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré, un rôle modèle, soit dans ta vie personnelle, soit, je sais pas, on a parlé des grands-pères de la physique. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui a mis son empreinte? Non, c'est plus une ambiance générale. Enfin, disons, il y avait pas de tropisme particulier familial. Moi, mais c'est plus, euh, oui, bah, justement, enfin, il y a quand même un côté technique quand même qui était valorisé dans ma famille. Il y avait euh, là aussi, enfin, disons, les sciences, enfin, c'était quelque chose d'important. Et puis, au niveau familial. Et puis, après, c'est vrai qu'il y a un peu le hasard aussi. Si j'avais pas voulu être pilote de Canadair, je me serais jamais intéressé à l'aérodynamique et donc à la mécanique des fluides. Et après, voilà. Donc, il y avait ce côté-là aussi. Il y a le côté vraiment, il y a le hasard aussi. C'est pas, Hmm. Après, je sais que j'ai des collègues, par exemple. Après, j'ai eu par exemple, des enseignants. Alors, ça, c'était surtout en prépa qui m'ont énormément apporté. Euh, comment, Notamment un prof de physique. Donc, en effet, mais là, j'avais déjà envie de faire de la physique, en fait. Oui. Après, oui, ça pouvait être même au cours, en cours de. Ok, très bien. Euh, et je voulais savoir, dernière question, et puis après, je te libère et tu peux aller enfin respirer après une belle interview de 1h40, bientôt un peu plus. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui veulent faire des sciences ou qui sont passionnés de sciences? Oui, oui, c'est un métier qui est très exaltant. Ils ont pour le cœur de métier, c'est-à-dire se poser des questions, tenter de répondre à ces questions, soit avec des outils expérimentaux, soit avec des outils mathématiques assez abstraits. Euh, donc ça, c'est vraiment la partie très exaltante. Évidemment, comme n'importe quel métier, hein, il y a des côtés fastidieux. Le côté administratif, ça, c'est pas quelque chose qui est génialissime. Euh, mais par contre, c'est vrai que le côté vraiment se poser des questions très fondamentales, qui peuvent être désintéressées, mais qui peuvent aussi aboutir à des applications, ça peut être vraiment très satisfaisant intellectuellement. Et c'est vrai que c'est très varié en plus comme métier. Ce que je dirais aussi, c'est que il faut s'il y a des filles qui nous écoutent, là, je dirais aussi qu'il faut pas du tout avoir d'hésitation. C'est vrai que en physique notamment, on a beaucoup de progrès à faire, hein. Ça, notamment nos aînés n'étaient pas très très forts dans ce qu'on appelle la parité de manière générale maintenant. Et c'est pas parce que les filles sont moins bonnes. Au contraire, j'ai plein de collègues féminines extrêmement brillantes. Mais elles sont pas très nombreuses. Et donc, justement, il faut aussi il y a pas il faut pas se censurer, en fait. Euh, il n'y a pas de genre particulier pour faire de la physique, même sur des. Donc voilà, je dirais, c'est le message un peu parité que j'aimerais bien adresser aussi. Il faut vraiment pas se censurer. Voilà, en effet, je conseillerais aux jeunes de faire ça. C'est pas facile d'arriver à avoir un poste. Il y a plein de choses qui sont pas faciles. C'est- Mais par contre, voilà, en effet, si on arrive à avoir à certains moments de grandes satisfactions. Et surtout, on continue à se poser des questions, même quand on a mon grand âge. Euh,
ce qui est quand même plutôt positif, je pense, quand même, de continuer à se poser des questions, euh, même quand on est très vieux comme moi. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, donc il faut continuer à étudier, voilà, il faut continuer à bien comment étudier à l'école, évidemment. euh, faut pas faire de la démago, quoi. Il faut, enfin, voilà, euh, il faut aimer les maths et la physique. Si on n'aime pas les maths et la physique, on peut pas faire de physique, je pense, ni de chimie d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment. Mais si on y arrive, enfin, je trouve qu'il y a des moments extrêmement satisfaisants intellectuellement. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup. Ah, moi aussi, je commence à arriver à la fin là. Oui, oh, ma voix. Bah écoute, bah, merci beaucoup. C'était très sympa de t'être prêté au jeu. Encore une fois, on a appris plein de choses. Donc, merci Merci à beaucoup. toi, merci de m'avoir écouté. Euh, je suis fan du photon qui vit sur un circuit de nanotubes. Ah bah génial, Je- ce eh que ben, merci, parce que moi c'est- aussi, je suis. Vas-y. Non, mais aussi, je trouve ça fascinant, ouais, je trouve ça très intéressant. Ouais, ouais. Donc, si t'es fan, ça me fait très, très plaisir. Tu peux pas me faire un meilleur compliment que ça, en fait. Bah, voilà. Mais moi, j'adore ces streams parce que j'apprends plein de choses à chaque fois. Et donc là, j'ai encore appris plein de choses. Donc, je suis très content. Merci beaucoup. Merci bien. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Bonne soirée.